Merci beaucoup. Bon, merci à l'École centrale pour l'invitation, merci à Pierre-Antoine pour l'organisation de la conférence. Donc effectivement, moi je m'appelle Jean-David, j'ai 42 ans, je travaille à Paris, je suis médecin et je vais essayer de vous parler des rapports historiques et présents entre la santé et l'environnement. Alors si on regarde l'histoire de la santé, vous m'entendez bien? Pas de problème. Donc si on regarde l'histoire de la santé, ou plus précisément l'histoire de la longévité, c'est-à-dire l'histoire de l'espérance de vie, c'est-à-dire l'histoire de la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre à un moment donné. Depuis 500 ans, le tracé donne à peu près ça. Peut-être que vous avez l'impression de voir deux périodes sur ce tracé. La périodisation, pour les historiens, c'est quelque chose qui est très difficile. En fait, il y a plutôt trois périodes. Et je vais vous parler de ces trois périodes et je vais essayer de vous montrer à quel point c'était des périodes qui étaient très différentes du point de vue de la santé, mais aussi à quel point ce sont des périodes qui se recoupent pratiquement identiquement avec les liens entre la santé et l'environnement. Donc les trois périodes, il y a une première période qui est une stagnation extrêmement longue qui commence au moment de la révolution néolithique, il y a 12 000 ans à peu près. Vous savez qu'à partir du moment où il y a eu la révolution néolithique, les humains ont arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs, ils ont commencé à s'installer, à vivre au milieu de leurs déchets, et à ce moment-là, leur santé s'est dégradée. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une progression, ben non, en fait, ils ont commencé à perdre en espérance de vie, mais de façon significative, probablement 10 ans d'espérance de vie. Et donc cette période de stagnation de l'espérance de vie, elle a duré jusqu'au milieu ou à la fin du XVIIIe siècle à peu près. La deuxième période, c'est une période qui va durer à peu près 200 ans, qui commence donc à peu près au milieu du XVIIIe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle dans certains pays, et qui va jusqu'à l'après-deuxième guerre mondiale. Et ensuite, il y a une troisième période qui commence après la Deuxième Guerre mondiale, et qui va jusqu'en 2010 à peu près, et depuis 2010, c'est moins clair. Alors avant de rentrer dans les trois périodes, je vous montre cette représentation schématique de l'équation d'une santé d'une population, qui en gros dépend de trois termes, qui sont l'état démographique, donc l'état de la population, sa taille, son âge. Ensuite, les risques qu'elle va rencontrer, qui sont principalement des risques environnementaux, comportementaux ou métaboliques. Et puis les soins qu'elle va recevoir. Sur cette triangulation, vous avez les principaux déterminants de la santé, et à chaque moment, la santé d'une population peut être comprise comme le résultat de ce schéma à trois parties. Alors la première période, donc je vous ai dit, c'est une période de grande stagnation statistique, avec une durée de vie moyenne qui était comprise à peu près entre 25 et 35 ans. Alors c'est pour les données occidentales, parce que pour les autres pays, pour les autres régions du monde plutôt, on n'a pas beaucoup de données, mais pour les données occidentales qu'on a été capable de reconstituer ou de mesurer directement dans les pays qui avaient des statistiques d'état civil, on sait à peu près que la durée de vie moyenne des humains, c'était entre 25 et 35 ans. Alors vous savez que la moyenne, c'est quelque chose qui est très influencé par les extrêmes. Ça ne veut pas dire que tout le monde vivait à peu près 25-35 ans, donc ce serait une mauvaise nouvelle pour vous, parce que vous avez à peu près 25 ans, je pense. Mais ça veut dire que, même moins, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il y avait des grands écarts entre les différents humains d'une population, avec une mortalité infantile qui était énorme. Il y avait entre un enfant sur 5 et un enfant sur 2 qui mourait avant l'âge de 10 ans. Et puis, quand on arrivait à dépasser la vallée de la mort que représentait l'enfance, on pouvait ensuite espérer vivre jusqu'à 55-60 ans en moyenne. Mais la moyenne de toute la population, c'était 25-35 ans, mais encore une fois, avec une grande dispersion de statistiques. Par ailleurs, entre 25 et 35 ans, il y a 10 ans d'écart, ce qui est énorme pour un écart. Et en fait, ça traduit le fait qu'il y avait des fluctuations très importantes d'une année sur l'autre ou à quelques années d'écart, parce que le monde était un monde de crises. Il y avait des crises alimentaires, il y avait des crises de violence, puis il y avait des crises épidémiques. Et donc il y avait effectivement trois causes dominantes de mortalité. La première cause, c'était les épidémies, maintenant tout le monde connaît. La deuxième cause, c'était la grande famine, donc les famines en général. Et la troisième cause, c'était les guerres, tout le monde connaît. Et donc, on avait une majorité des gens, probablement, qui étaient emportés par ces causes-là de mortalité. Et de façon tout à fait logique, les deux déterminants négatifs sur la santé populationnelle, c'était l'environnement et le comportement. Je vous ai montré le triangle tout à l'heure avec les différents risques. Et donc, il n'y a pas de surprise à ça. Alors ça, c'est un graphe pour illustrer les fluctuations au Royaume-Uni, telles qu'on a pu les reconstituer. Vous voyez qu'il y a des écarts énormes d'espérance de vie à quelques années d'intervalle seulement. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Même en 2020 en France, avec la pandémie de Covid-19,
on a perdu 5 à 6 mois maximum d'espérance de vie. Aux États-Unis et en Royaume-Uni, 1 an et demi. En Afrique du Sud, 2 ans et demi. Mais des écarts de 5 ans, 10 ans d'espérance de vie à quelques années d'intervalle, c'est quelque chose qui est devenu quasiment impossible. Or, à l'époque, ça arrivait tellement la santé était fragile et tellement il y avait des crises. Ça, c'est le même type de fluctuations qui sont représentées sur un graphe avec des données d'autres pays, des données continentales, donc la France, la Scandinavie. Et on voit que là encore, la santé était quelque chose qui était excessivement instable sur le plan statistique. Alors, pour donner des éléments de contexte, donc, effectivement, les microbes n'étaient pas connus, on ne savait pas quelles étaient les causes des maladies, on pensait que c'était plutôt des miasmes atmosphériques, donc on se défendait très mal, un peu comme si aujourd'hui on disait le masque ça sert à rien. Ensuite, l'agriculture n'était pas du tout mécanisée, et donc elle était extrêmement sensible aux fluctuations du climat, ce qui aujourd'hui est devenu plus rare, même s'il y a quand même une sensibilité. Et puis les épidémies et la dénutrition agissaient en synergie. Quand il y avait une épidémie, les gens étaient malades, donc ils restaient chez eux. Donc s'ils restaient chez eux, ils ne pouvaient pas aller dans les champs, donc le rendement des récoltes se cassait la figure. Donc l'année suivante, il y avait une famine. Comme il y avait une famine, les gens étaient dénutris. Comme les gens étaient dénutris, ils se défendaient moins bien contre les infections, et ainsi de suite. Donc il y avait des espèces de cercles vicieux négatifs qui se mettaient en place et qui expliquent justement les très grandes fluctuations que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis la médecine était complètement nulle, il n'y avait pas de médicaments, la chirurgie c'était la meilleure façon de mourir, soit d'infection, soit d'hémorragie, et en plus il n'y avait pas d'anesthésie, donc ça faisait très mal. Donc c'était une période super sympa, et c'est pour ça que la santé était aussi mauvaise. À partir du milieu du XVIIIe siècle, ou de la fin du XVIIIe siècle, comme je vous ai dit, on va rentrer dans cette période inédite dans l'histoire de l'humanité, où enfin la santé va pouvoir progresser, mais surtout elle va pouvoir progresser de façon soutenue. Jusqu'à présent, il y avait eu des moments où ça s'améliorait, mais tout de suite après, il y avait une nouvelle crise qui survenait et ça retombait de telle sorte qu'on ne dépassait jamais une espèce de barrière à 30-35 ans d'espérance de vie. À partir de ce moment-là, ça va commencer à changer, et avec de façon assez nette, d'autant que ce que les historiens ont pu reconstituer, des caractéristiques précises. Donc la première chose, c'est que ça n'est pas la médecine qui a commencé par améliorer la santé humaine, c'est la santé publique, c'est-à-dire des mesures collectives, des mesures qui agissent sur la société. La deuxième chose qui est corrélée, c'est que les maladies qui ont été réprimées en premier, c'était pas les maladies cardiovasculaires, c'était pas les cancers, c'était pas l'asthme, c'était pas les maladies respiratoires, c'était pas le diabète, c'était les maladies microbiennes. Ça tombe bien, c'était les maladies qui faisaient le plus de mal. Et ensuite, les premiers humains qui ont commencé à voir leur mortalité diminuer, ce ne sont pas les adultes, ce sont les enfants. Vous savez que la moyenne, c'est un concept mathématique qui est très influencé par les extrêmes, contrairement à la médiane. Et donc, c'était très efficient de sauver des enfants parce que tout de suite, ça avait un effet spectaculaire sur la moyenne. Et c'est ça qui s'est passé à partir du XVIIIe siècle. Avec, on pense, en gros, 4 causes principales de progression qui ont été l'assainissement, donc le traitement des déchets, le fait de faire rentrer de l'eau non pas sale mais potable dans les villes, une meilleure alimentation. Et puis les premières variolisations et vaccinations. La variole, qui est la seule maladie virale qui a été éradiquée de toute l'histoire de l'humanité. À l'époque, c'était catastrophique. Il y avait des années où ça pouvait emporter 10% des enfants d'un pays. Et on a lutté contre la variole, d'abord contre la variolisation, qui était une sous-vaccination en quelque sorte, qui consistait à donner un tout petit peu de variole à quelqu'un. Et puis après, Jenner a inventé la vaccination contre la variole. Donc c'est pas Pasteur qui a inventé la vaccination, c'est Jenner, qui était un médecin écossais, 80 ans avant Pasteur à peu près. Et ça a eu déjà un effet, ça a été adopté assez vite, en quelques années, les gens ont commencé vraiment à se vacciner contre la variole, tellement c'était traumatisant comme maladie, et ça a eu un effet populationnel assez net en termes de statistiques. Même la variolisation avait un effet statistique, il y a un des Bernoulli, Daniel, qui avait calculé ça, et après on a mesuré que la vaccination avait un effet encore plus net sur les statistiques de mortalité pour une seule maladie. Et donc vous remarquerez, de façon, bon, c'est un premier message, sans surprise particulière, que les humains ont commencé à pouvoir vivre plus longtemps et à améliorer leur santé en agissant sur l'environnement. Donc la courbe des 200 années dont je vous parle, ça donne à peu près ça. Donc, bon, ça met un peu de temps à décoller, mais après ça devient une ascension qui est relativement continue, relativement linéaire. Ça, c'est les données du Royaume-Uni. Ça, c'est les données françaises, avec une courbe qui ressemble à peu près, une progression
pratiquement stable. Donc on voit qu'il y a des moments où ça se casse la figure. En 1870, vous avez les guerres napoléoniennes. Après, vous avez la Première Guerre mondiale. Juste après, vous avez tout de suite la grippe espagnole. Ensuite, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. Donc à chaque fois, c'est des chutes. Mais vous remarquez que la trajectoire de longévité reprend quasiment immédiatement sa course ascendante à la fin de l'événement choquant, qui peut être donc une guerre, une épidémie, etc., etc. Alors pour que ça se fasse, il y a toujours des éléments de contexte historique. Donc il y a un premier élément de contexte qui était les Lumières. Donc les Lumières, c'est un phénomène que tout le monde connaît, qui a valorisé la science et la connaissance par opposition au dogme qui était en gros la religion. La religion avait commencé à se casser la figure à partir de la Renaissance, mais les Lumières lui ont mis une gifle supplémentaire. Et vous avez aussi la Révolution française, qui a été la première révolution continentale. Il y avait déjà eu une révolution en Angleterre, un peu moins de 80 ans avant, mais qui s'était faite sans beaucoup de violence. En France, ça a été différent. Et ça a diffusé sur l'ensemble du continent une envie de changement et donc une envie de réforme. Pourtant, ça n'a pas été quelque chose d'homogène. Et il y a eu un autre phénomène à peu près concomitant à ça, qui est la transition industrielle, qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et au début du XIXe siècle sur le continent, et qui a été un phénomène qui, dans l'ensemble, a eu un effet initial sanitaire net négatif, avec une détérioration de l'espérance de vie. Donc l'espérance de vie avait commencé à s'améliorer au XVIIIe siècle. La transition industrielle commence, et là, il y a une détérioration initiale qui se voit sur les statistiques de mortalité, mais pas seulement. Ça, c'est un anthropologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Komlos, qui est un Hongrois émigré aux États-Unis, qui a fait de la cliométrie, donc de l'histoire quantitative ou de l'anthropométrie, et qui a très bien mesuré que la transition industrielle, c'était un moment qui avait été associé initialement, ça veut dire quelques dizaines d'années, à une détérioration de la santé. Il l'a vu en mesurant la mortalité, mais aussi en mesurant un autre indicateur de la santé qui est la taille. Quand les humains sont en bonne santé, ils sont plus grands, quand ils sont en mauvaise santé, ils sont plus petits, et la taille moyenne d'une population est corrélée à son état de santé. Et on a vu que pendant la révolution industrielle, dans plusieurs pays, mais pas tous, on avait eu un rétrécissement des humains, une diminution de la taille, avec des moyennes qui étaient capables de se casser la figure de 2, 3, 4 cm, ce qui pour une taille moyenne de population était énorme. Au passage, à l'époque, la taille moyenne de la population était de 10 à 15 cm inférieure à la nôtre. Les humains étaient plus petits parce qu'ils étaient en moins bonne santé. Alors toutes les transitions industrielles ne se valent pas, et il y en a qui ont été plus toxiques que d'autres. Donc il y a des facteurs qui viennent influencer l'effet statistique négatif de la transition industrielle sur la santé d'une population. La précocité, donc les pays qui ont commencé en premier leur transition industrielle ont plus souffert de cette transition du point de vue de la santé d'une population, donc forcément le Royaume-Uni s'est pris ça de façon faciale. Ensuite, vous avez l'étendue de l'urbanisation associée, parce que ce n'est pas tant les usines, c'est plutôt les villes qui étaient mauvaises pour la santé. Les villes étaient très denses, très pauvres, très sales, et les gens s'entassaient dans les villes dans des conditions pas du tout organisées. Et donc, c'est ça qui a été associé à une détérioration de la santé, beaucoup. Et puis l'alimentation associée. En France, par exemple, on mangeait plus de viande au XIXe siècle, à l'époque c'était bien. Et du coup, on a eu pas beaucoup d'effets négatifs de notre transition industrielle, qu'on a commencé aussi plus tard que l'Angleterre. Alors pour se sortir de cette période difficile de la transition industrielle, il y a deux éléments qui ont joué un rôle très important, un élément légal et un élément scientifique. J'insiste volontairement sur le fait qu'il y ait eu un élément légal, parce qu'en fait, quand vous reprenez l'histoire de la santé des populations, il n'y a jamais eu un moment où la santé s'est améliorée, et c'est comme pour l'environnement d'ailleurs, sans une intervention légale à son origine. La santé, ce n'est pas un truc qui s'améliore spontanément grâce à la science ou grâce à l'économie. Il faut qu'il y ait un cadre légal, il faut même qu'il y ait une impulsion légale, sinon ça ne marche pas. Et donc, effectivement, il y a eu ce mouvement légal qui est parti de l'Angleterre, ce qui est assez logique, puisque je vous ai dit que l'Angleterre avait été le pays qui avait été le plus touché. En gros, c'est les romans de Dickens, donc état de santé catastrophique des gens dans les villes. Et donc, l'Angleterre avait été très touchée par ça, ça se voyait. Et il y a un avocat qui était devenu parlementaire, qui s'appelait Chadwick, qui a fait passer des lois sur la pauvreté et sur la saleté, puisqu'il avait fait une corrélation, pas tout à fait vraie, mais suffisamment vraie, entre la saleté et la santé. Et donc, il a fait passer des lois, très difficilement, il a mis 10 ans entre sa loi sur la pauvreté et sa loi sur la santé, et pourtant c'était un poids lourd politique.
parce qu'il y avait des oppositions, toujours avec les mêmes prétextes, la liberté, la propriété, etc. Et donc il a fait passer des lois pour enfin nettoyer le pays, et notamment les villes anglaises, pas seulement Londres, mais les villes en général, et ça a été terriblement efficace. Et donc ce phénomène que les historiens ont appelé le mouvement sanitaire, c'est un phénomène de nettoyage général de l'Occident et de l'Europe en particulier, qui a commencé en Angleterre grâce à Chadwick, et qui ensuite a disséminé sur l'ensemble du continent. Et au fur et à mesure que ça disséminait, on voyait les statistiques de longévité se modifier avec une petite inertie, donc il y a toujours un petit décalage, mais avec une progression. Le deuxième phénomène très important pour permettre de sortir de la difficulté liée à la transition industrielle, c'est de comprendre la cause des maladies. Et donc c'est à ce moment-là, à peu près, donc vers la fin du 19e, que la théorie des germes émerge enfin. Elle existait déjà, mais la plupart des gens n'y croyaient pas. Et donc on a enfin compris que c'était les microbes et non pas les miasmes qui causaient les maladies, ce qui a permis de mieux se défendre, de développer des vaccins, puis de développer des médicaments. Et donc il y a eu des champions de ça, donc Pasteur, Koch et Lister, c'était des gens qui avaient une caractéristique, je vous ai parlé du rôle de la loi tout à l'heure, mais il y a un autre rôle important pour promouvoir la santé, qui est en quelque sorte l'activisme, ou en tout cas le dynamisme, le fait d'être fort de caractère. Avant ces gens-là, il y avait eu d'autres génies, Snow par exemple à Londres, ou Semmelweis en Autriche, mais qui étaient des gens qui avaient des faiblesses de caractère. Pour Semmelweis, il était même totalement fragile. Et donc, c'est des gens qui ont découvert l'existence des germes de façon géniale scientifiquement, mais qui n'ont pas été crus et surtout qui n'ont pas su s'imposer, puisque à chaque fois que vous voulez changer un paradigme, il y a des gens qui disent que vous avez tort, c'est même en général la majorité des gens, et ils n'ont pas su s'imposer, alors que Pasteur, Koch et Lister étaient très costauds psychologiquement. Donc ça, c'est Chadwick à la fin de sa carrière de parlementaire. Donc c'est milieu du 19e. Ça, c'est Louis Pasteur avant son accident vasculaire cérébral. Ça, c'est Koch. Koch était un médecin de campagne. Il faut se représenter ça. Il était médecin dans une ville de 4000 habitants dans la campagne allemande. Il avait installé un laboratoire avec un microscope dans sa maison. Et il a découvert comme ça les germes de l'anthrax, de la tuberculose, du choléra. Type totalement génial. Et puis ça, c'était Lister, qui était un chirurgien écossais, qui lui a compris qu'il fallait désinfecter les instruments chirurgicaux pour passer de 25-30% d'infection post-opératoire à quelques pourcents seulement. Mais là aussi, ça a été très dur, il a dû s'imposer, mais les témoignages historiques suggèrent que c'était quelqu'un qui avait un très fort caractère. Et donc cette période, elle va nous amener à peu près jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle va en gros faire doubler l'espérance de vie, donc on va passer de 30 quelque chose à 60 quelque chose, avec un rythme pratiquement constant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et tout va devoir changer après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le contexte va changer. Les enfants ne meurent plus, ou presque plus, donc on se retrouve avec des adultes, et les adultes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils développent des maladies d'adultes, c'est-à-dire pas du tout les maladies microbiennes, mais les maladies cardiovasculaires et le cancer, qui sont encore aujourd'hui les deux premières causes de mortalité dans le monde, dans les pays riches comme dans les pays non riches. Et donc, la progression va se poursuivre au même rythme, c'est-à-dire à peu près 3 mois par an d'espérance de vie gagnée chaque année, donc 2 années et demie chaque décennie, donc on mange un quart du temps à chaque moment pour vivre toujours plus longtemps. Mais pas du tout avec les mêmes moyens, puisqu'il fallait cibler les adultes, leurs maladies chroniques, et donc ça n'est plus la santé publique qui va faire les progrès, c'est la médecine et la pharmacie, ça tombe bien, c'est le moment où elles ont commencé à être enfin un peu efficaces. Et donc la première progression super importante, ça a été ce que les démographes ont appelé la révolution cardiovasculaire. En fait, c'était pas du tout une révolution, ça a été très très lent, ça a été très très étalé, mais du coup ça a été continu, y compris jusque après les années 2000. C'était quelque chose qui était imprévu quand vous lisez les articles des années 60. Les médecins disaient, bon voilà, on est à 65, parfois 70% d'espérance de vie dans certains pays, on fera pas mieux, on n'y arrivera pas, les maladies cardiovasculaires c'est comme ça, de toute façon le cœur vieillit, donc on ne peut pas progresser, si on vieillit, le cœur vieillit et le cœur sera malade, et puis en fait c'est arrivé quand même, et c'était inattendu, on s'en est rendu compte 10 ans plus tard, puisque ça a commencé au milieu des années 60, et en fait on s'en est rendu compte au milieu des années 70. Et vous voyez un article, plutôt un édito dans le JAMA, qui est un des plus grands journaux de médecine, qui dit « Mortalité coronarienne, que se passe-t-il ?» Genre, on ne comprend pas, les gens meurent moins, c'est trop bizarre. Et donc, en fait, ils se sont aperçus après que la moitié à peu près des progrès venaient de la prévention, notamment le tabagisme qui avait baissé aux États-Unis
dès la publication du rapport du Surgeon General en 1964 sur les effets toxiques du tabagisme. Vous savez que les Américains, c'est un pays qui a tout foiré en matière de santé, sauf 3 choses qui sont le tabagisme, le cancer et les médicaments génériques. Sinon, ils ont tout raté, tout coûte plus cher, tout est moins bien, tout est plus inégalitaire. Mais ces 3 domaines-là, ils ont mieux réussi que nous, ils fument moins que nous, ils ont une meilleure survie après cancer, et leurs médicaments génériques ont mieux pénétré le marché que les nôtres. Et puis la moitié des progrès venaient des traitements, donc non pas de la prévention mais des traitements, et notamment le pontage aortocoronarien qui a commencé à se diffuser dans les années 60, c'est-à-dire à partir du moment où il a été efficace, et qui a été une opération qui a été quasiment industrialisée à l'échelle de l'Occident, avec des effets statistiques rapidement spectaculaires. Et donc ça, c'est une courbe française qui montre que la courbe rouge, donc celle des maladies cardiovasculaires, donc c'est la mortalité cardiovasculaire, elle baisse dès le début, enfin dès l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais elle continue de baisser, y compris après le tournant des années 2000, ce qui montre que même quand on était déjà très bas, on a continué à diminuer la mortalité cardiovasculaire. Le deuxième tueur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cancer. Et là, ça a aussi marché, mais ça a été beaucoup plus difficile. Vous voyez la pente de baisse de mortalité par cancer dans un échantillon choisi de pays. C'est quelque chose qui baisse, mais qui baisse avec une pente qui n'est pas très importante. En gros, c'est lié au fait que le cancer, c'est une maladie qui est très hétérogène. Et donc, quand une maladie est hétérogène, c'est beaucoup plus difficile de la comprendre et c'est beaucoup plus difficile de développer un traitement qui va traiter tous les cancers. D'ailleurs, ça n'existe pas. Chaque cancer a son traitement, et même au sein de chaque cancer du sein, cancer de prostate, il y a des dizaines de sous-types de cancers qui nécessitent chacun des traitements plus personnalisés, ce qui est devenu maintenant excessivement complexe en médecine. En attendant, après la Deuxième Guerre mondiale, l'espérance de vie continue à progresser dans la plupart des pays, de façon quasiment linéaire, sans interruption, pas de guerre, pas de grande épidémie, pas de problème alimentaire. Et donc, on passe de 65 ans à peu près d'espérance de vie après la Deuxième Guerre mondiale à entre 79 et 85 ans dans la plupart des pays occidentaux au moment où le XXIe siècle commence. Ça a produit un phénomène que les démographes avaient anticipé, qui s'appelle la compression de la morbidité ou la compression de la mortalité. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait s'attendre à mourir à n'importe quel âge. Et aujourd'hui, vous et moi, on peut s'attendre à mourir entre 65 et 90 ans à peu près. Donc la plupart des morts ont été poussés à la fin de la courbe du spectre de la vie, et donc les démographes ont appelé ça la rectangularisation de la courbe de survie. Vous voyez ça, tout le monde vit jusqu'à 60, 65, 70 à peu près, et puis après, il y a une chute de présence des gens, parce que les gens commencent à développer des maladies et à mourir, c'est comme ça. Et ça a permis aussi de vérifier un truc qui s'appelle la loi de Gompert. S'il y en a d'entre vous qui ont des membres de votre famille qui travaillent dans les assurances, demandez-leur de vous parler du modèle de Gompert. Gompert, c'est un peu le premier actuaire, ou un des premiers actuaires qui a existé. C'était un mathématicien génial, mais qui n'avait pas pu accéder à l'université parce qu'il était juif, et qui donc avait travaillé dans le business. Et notamment dans le business des assurances, et il aidait les assureurs à déterminer la prime qu'ils devaient demander pour pouvoir faire des marges tout en étant assureur. Et donc il a publié ce truc-là en 1825, qui est un papier excessivement complexe et incompréhensible, mais qui contient une formule très simple qui explique la mortalité humaine. Et donc il a trouvé, avec plein de données, qu'à chaque fois, la mortalité augmentait avec l'âge. Normalement, à ce moment-là, tout le monde rigole. Mais il a montré que ça augmentait de façon extrêmement régulière, exponentielle, avec l'âge, avec en gros un doublement du risque de mourir tous les 8 ans. Et il a montré que c'était valable pour à peu près toutes les espèces ou toutes les populations humaines qu'il avait étudiées. Et donc, on a toute une programmation d'un nombre de jours de vie où qu'on doit vivre en moyenne. Donc pour les hamsters, c'est 1000 jours, les chiens, c'est 5000 jours, les humains, c'est 28 000 jours, les tortues, 55 000 jours, les baleines, 70 000 jours. Et on a sur ce spectre un doublement avec donc une évolution exponentielle de la mortalité. Et comme c'est une exponentielle, si vous la représentez en échelle logarithmique, donc ça c'est l'exemple de la France, vous avez quelque chose qui devient quasiment linéaire. Et donc vous avez au tout début de la vie une probabilité de mourir qui est assez élevée, ça c'est toujours valable, c'est la mortalité périnatale. Après vous avez un petit creux au moment de la puberté. Est-ce que vous savez pourquoi la probabilité de mourir est la plus faible au moment de la puberté? Personne?
c'est un produit de 3 milliards d'années de l'évolution qui fait que l'évolution a fait que notre probabilité de mourir est la plus faible au moment où on commence à pouvoir se reproduire. Voilà. Et donc ça marche. Et donc après, ça augmente de façon exponentielle, mais encore une fois en représentation logarithmique, c'est linéaire. Et donc si on revient aux 3 périodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit qu'au cours de la première période, la plus longue, l'environnement était quelque chose qui était majoritairement négatif pour nous. Je vous ai dit, ça, c'était complètement microbien, ça ne donnait pas de nourriture, et donc c'était quelque chose en plus que les humains ne savaient pas gérer. Après, on rentre en gros pendant les 200 ans, entre 1750 et 1950, dans une période qui certes est une période où la grande entreprise de manipulation systématique de l'environnement va commencer, avec des effets négatifs, mais en même temps, c'est une période où les humains vont apprendre à mieux se défendre contre l'environnement et aussi à mieux l'utiliser pour pouvoir faire le minimum, c'est-à-dire se nourrir. Et à partir de 1950, alors là malheureusement on va rentrer dans une échelle différente de manipulation de l'environnement, où là probablement que le bilan va devenir négatif, ce que je vais essayer de montrer ensuite, et c'est donc à ce moment-là que ça tourne mal, en quelque sorte. Mais en gros, entre 1750 et 1950, les humains faisaient déjà du mal à l'environnement, mais ils avaient aussi appris à mieux le manipuler à leur avantage, et donc le bilan final était positif pour eux. Là, le bilan est devenu clairement négatif. Alors, quand on parle des risques environnementaux en termes d'épidémiologie, on a une classification qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est plutôt pas mal, qui est celle-là. Je ne sais pas si ça correspond à des classifications que vous-même vous étudiez. Mais en gros, on a les risques liés à l'eau, les risques liés à l'air, la température, les autres risques, le radon, le plomb, et puis ce que les anglo-saxons appellent le risque occupationnel, c'est-à-dire l'environnement de travail. Quand on regarde depuis 30 ans quelle est l'évolution de ces risques, la plupart diminuent. Donc le risque environnemental mondial, à une exception très notable près, diminue. Donc le risque lié à l'eau dans le monde diminue. Le risque lié aux températures non optimales diminue. Vous savez que la plupart des humains ont plutôt souffert du froid que du chaud. Le risque lié au plomb et au radon, alors là ça diminue complètement, ça c'est sûr et certain. Et même le risque occupationnel diminue. Par contre, il y a un risque qui augmente, non pas dans les démocraties mais dans le monde, qui est la pollution de l'air évidemment, et on va beaucoup parler de ça maintenant. Juste avant ça, pour mettre en perspective le risque environnemental avec les autres risques, si vous vous souvenez du triangle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a 3 risques populationnels, l'environnement, je viens d'en parler, les risques comportementaux, donc sans surprise, tabac, alcool, drogue, violence, sexe sans préservatif, etc. Et puis le risque métabolique, avec principalement l'hypertension, l'obésité, le diabète, mais aussi le cholestérol, l'ostéoporose, etc. Si on regarde l'évolution de ces risques depuis 30 ans, on a un risque environnemental qui, globalement, comme je vous ai dit, est en baisse, sauf la pollution. On a un risque comportemental qui est stable, ce qui veut dire aussi qu'on ne progresse pas. Et on a un risque métabolique qui est totalement hors de contrôle et qui est en ascension, mais dont je vais vous montrer qu'il est lié à l'environnement. Alors, le principal risque environnemental, c'est la pollution. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le changement climatique. Dans 20 ans, l'équation sera peut-être un petit peu différente. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la pollution dans le monde. Et la pollution, donc, une définition possible, c'est tout ce qu'on transfère à l'environnement et qui endommage les écosystèmes, qui est mauvais pour la santé humaine. Et c'est la première cause environnementale mondiale de décès. Alors, il y a un pédiatre de Boston que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Landrigan, qui est un militant anti-pollution, gentillesse extraordinaire, charisme exceptionnel. Et Landrigan, il dit la pollution, c'est la cousine du changement climatique. C'est la cousine parce qu'ils ont les mêmes parents, qui sont les fossiles. Et c'est la cousine, mais c'est la cousine négligée. C'est celle dont personne ne s'occupe dans la famille. Il n'y a pas de donateur pour la pollution, il n'y a pas de plan national ou mondial contre la pollution, il n'y a pas un GIEC de la pollution. Et donc c'est la cousine négligée qui fait beaucoup plus de morts que le changement climatique, pour laquelle il n'y a pas de projet, qui est complètement sous-estimé et sous-reconnu, et qui, en plus, contrairement au changement climatique, est traitable par la technologie. Et que le changement climatique ne sera pas seulement traitable par la technologie, alors que la pollution est traitable par la technologie. Et pourtant, on ne s'en occupe pas. Comme la pollution est un produit des activités humaines, ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est évolutif et complexe.
Et en gros, il y a 3 types de pollution. Vous avez la pollution intérieure, donc la pollution de l'eau intérieure, ça j'ai dit tout à l'heure que ça baissait, et la pollution de l'air intérieur, qui est liée à l'utilisation de moyens archaïques pour se chauffer ou pour se faire à manger. Et donc ça, c'est une pollution ancienne qu'ils appellent souvent la pollution traditionnelle. À côté de ça, vous avez une pollution moderne qui est faite en gros de 2 choses, qui est la pollution de l'air extérieur, particules ou ozone, et la pollution chimique, qui est une catastrophe dont je vais vous parler aussi un petit peu. Et donc ça, c'est la pollution moderne. Et évidemment, ces 2 types de pollution, traditionnelle et moderne, ont des dynamiques qui sont inverses, l'une par rapport à l'autre. Alors, la pollution intérieure, pour regarder la carte mondiale de la mortalité par pollution intérieure, en gros, c'est la carte mondiale de la pauvreté. La pollution intérieure, c'est un marqueur de la pauvreté, c'est un signe de la pauvreté. Et donc, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas présent dans nos pays, qui est très présent dans les pays les plus pauvres, qui est moins présent dans les pays qui sont ni riches ni pauvres, et qui, comme le développement économique mondial est une dynamique encore valable, c'est quelque chose qui baisse dans le monde. Donc, la pollution intérieure, celle qui a fait la majorité des morts depuis des décennies, qui fait encore à peu près 4 millions de morts par an, c'est une pollution qui est en baisse dans le monde. Alors c'est un fardeau qui reste énorme, j'ai dit 4 millions de morts, avec donc une spécificité pour les pays les moins développés. C'est quelque chose qui est traitable par la technologie, nous on l'a fait, et c'est quelque chose qui est en baisse. Alors la pollution extérieure, c'est un petit peu tout l'inverse. D'abord, ce n'est pas une pollution qui suit le même lien, on va en parler après, avec le développement, mais en gros, c'est une pollution qui n'est pas en baisse dans le monde, mais qui est en augmentation dans le monde, sauf dans certains pays riches. Ensuite, c'est une pollution qui est aussi traitable par la technologie. Et c'est une pollution qui est surtout liée, alors c'est lié à plein de choses, mais c'est beaucoup lié évidemment à l'industrie et au transport. Et donc je vous ai dit qu'il y en avait une qui était en hausse et une qui était en baisse, et donc si on regarde les dynamiques respectives historiques, on voit que les morts par pollution respectives se sont croisées quelque part en 2005, et aujourd'hui il y a de plus en plus de morts liées à la pollution extérieure, de moins en moins de morts liées à la pollution intérieure, mais le total ne change pas beaucoup. Et si on veut essayer de comprendre la dynamique de la pollution extérieure historiquement depuis à peu près les années 1950, il y a un livre que je vous conseille de 2 historiens que j'aime beaucoup, qui s'appellent Jarry et Leroux, qui sont à l'Université de Bourgogne. J'ai écrit plusieurs livres, mais dont celui-là. Et ce livre montre très bien notamment que c'est l'industrialisation qui est responsable d'une grande partie de la pollution de l'air extérieur, c'est pas une surprise, mais il montre vraiment à chaque fois quels sont les traits historiques et les ressorts historiques de la pollution. Clairement, la transition industrielle a été un premier changement d'échelle, et clairement, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu l'industrialisation du monde entier et pas seulement de l'Occident, il y a eu un deuxième changement d'échelle dont on n'est pas sorti et dont on ne sait pas comment on va sortir. Et donc, quand on regarde cette histoire, on voit qu'il y a des traits généraux de la pollution, des espèces de patterns, avec un premier trait qui est évidemment la négligence générale, donc c'est ce que dit Landrigan, personne ne s'en occupe. Un deuxième trait qui est, s'il y a une négligence générale, il y a quand même des tensions locales. Et on voit bien en lisant l'histoire de la pollution dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'à chaque fois qu'une activité économique s'installe dans une région, on se rend compte que c'est polluant, ça crée des tensions, les gens essayent de se soulever, ils se tournent vers les leaders politiques sont interpellés, ils disent effectivement on va essayer de faire quelque chose, et puis finalement ils disent écoutez, c'est vrai que c'est embêtant, c'est polluant, c'est peut-être mauvais, mais il faut bien que l'économie se fasse, et on ne va pas se retrouver avec encore plus de chômeurs que ce qu'on a déjà. Ensuite, le troisième trait historique de la pollution lors de cette deuxième moitié du XXe siècle, c'est le fait que, dans le meilleur des cas, quand les pays sont à peu près démocratiques, la pollution des ménages. Et donc la délocalisation de la pollution, c'est un truc que vous connaissez très bien, je pense, c'est exactement comme les émissions de CO2 et les émissions de CO2 importées. Au bout d'un moment, les activités finissent par se délocaliser dans les pays qui sont plus pauvres et moins démocratiques, ce qui souvent va ensemble malheureusement, et les populations là-bas ne savent pas se défendre, ou n'ont pas les moyens de se défendre surtout, et donc les activités polluantes ont été énormément délocalisées dès lors qu'elles étaient non acceptées dans les pays les plus riches et les plus démocratiques. Et ensuite, il y a 2 autres traits. Il y en a un qui est bien connu aussi de ceux qui s'intéressent au changement climatique, qui est le solutionnisme technologique. Il y a un problème, c'est pas grave, on ne va pas changer, on va trouver une nouvelle technologie pour parer au problème. Et surtout, une constante de l'histoire de la pollution qui est l'effet rebond, c'est-à-dire que quand bien même on trouverait une technologie qui est moins polluante,
eh ben, effectivement, à données égales, cette technologie va moins polluer, mais les données ne sont pas égales puisque l'activité augmente et donc à la fin la pollution augmente. Et donc, c'est un phénomène qui avait été identifié par un économiste anglais qui s'appelait Jevons. Alors, Jevons a travaillé sur plein de trucs, notamment sur le rôle de l'utilité marginale dans la fixation des prix, mais c'est pas seulement le truc qu'il a étudié. Il a aussi travaillé sur la pollution parce qu'il avait remarqué que quand la machine à vapeur a été améliorée, alors qu'elle était censée améliorer l'efficience le rendement de la production, eh ben, la consommation de charbon avait augmenté. Et donc il avait remarqué que la consommation de charbon avait augmenté alors qu'on s'attendait à ce qu'elle baisse, c'est parce que l'activité générale avait augmenté. Et donc ça, c'est toute l'histoire de la pollution qui est faite de ça. Vous avez une amélioration de rendement, mais on augmente l'activité, on augmente la production. Les moteurs crachent moins, c'est pas grave, on va faire des voitures plus grosses. Et donc c'est comme ça que ça se passe sur tout le XXe siècle et tout le XXIe siècle. Troisième type de pollution, la pollution chimique. Alors, la pollution chimique, c'est un truc qui est encore moins connu. Alors, certaines personnes savent que ça existe et que c'est un problème, mais pas à quel point. Et on n'en parle jamais. Je pense qu'il n'y a pas un candidat à la présidentielle qui dit moi, je vais faire baisser la pollution, et en particulier la pollution chimique, alors que à peu près 100% de la population mondiale est exposée. C'est quelque chose qui augmente de 3% par an, mais ça veut dire que ça double en 25 ans. Et c'est aussi une industrie qui a été massivement délocalisée dans les pays pauvres. Donc, nous sommes concernés par les produits chimiques, mais les pays pauvres sont encore plus imprégnés de chimie que nous. Et donc, c'est lié à un phénomène qui est hyper simple à comprendre, c'est qu'il y a une lâcheté réglementaire totale. C'est-à-dire que la plupart des produits chimiques ne sont pas régulés, dans le sens où ils sont autorisés sans qu'ils aient été testés par rapport à leurs effets sur la santé. Quand vous regardez l'ensemble du paysage des produits chimiques, vous avez 3 types de produits chimiques. Vous avez les médicaments, méticuleusement testés, des essais cliniques de phase 1, 2, 3, des milliers de patients, des milliards de données collectées pour déterminer les profils de sécurité des médicaments et ne les mettre sur le marché que lorsque leur efficacité l'emporte sur leurs inconvénients. Et c'est pour ça que le marché pharmaceutique est un marché qui marche bien. C'est-à-dire qu'il y a très peu de retrait de médicaments et vous avez confiance dans les médicaments que vous prenez, vous savez qu'ils ont été testés, que quelqu'un s'est occupé de vérifier ça. Le deuxième type de produits chimiques, c'est les pesticides. Les pesticides, par construction, c'est des produits qui sont conçus pour tuer, et ça marche très bien. Et donc, c'est aussi mauvais pour la santé humaine. Et les pesticides sont un peu testés, à peu près 20%. Et puis après, vous avez tout le reste, et tout le reste, c'est pas testé. Donc, tous les produits chimiques que vous trouvez dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans les jouets, dans les vêtements, dans les dispositifs médicaux, dans les produits technologiques que vous achetez, ne sont pas testés par rapport à leurs effets sur la santé humaine, et donc, au moment où ils sont commercialisés, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc, il faut attendre des années, voire des dizaines d'années que les épidémiologistes travaillent, pour ensuite se rendre compte que ça augmente le risque d'un certain nombre de maladies, et que ce soit très difficile de revenir en arrière, y compris réglementairement. Vous n'achèteriez pas un médicament qui serait aussi peu testé que les produits chimiques qui sont partout dans notre environnement. Vous ne feriez jamais ça. Les voitures, c'est pareil. Jamais vous achèteriez une voiture qui n'est pas testée. Alors, il y a 2 organes de prédilection pas du tout importants pour les produits chimiques, c'est le cerveau et le sexe. Et alors, il y en a d'autres, c'est aussi le cœur, le système hormonal, la thyroïde. Mais en gros, la pollution chimique, c'est quelque chose qui est responsable des troubles cognitifs chez l'enfant, donc les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, les troubles des émotions, les troubles de la cognition tout simplement. Et puis aussi de problèmes sur la vie sexuelle, donc ça modifie l'anatomie génitale des enfants, et ça modifie aussi le fonctionnement, notamment par exemple, c'est évidemment à cause de la pollution chimique que la puberté des petites filles avance en âge de façon spectaculaire, statistiquement parlant, depuis 50 ans. Avec des conséquences à chaque fois très négatives sur leur santé, ça augmente leur risque de certains cancers, et ainsi de suite. Alors maintenant, les dommages, plus précisément liés à la pollution. Donc vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier risque environnemental mondial. Effectivement, ça se vérifie. Quand vous regardez les grands risques mondiaux, ou plutôt les grandes causes de mortalité mondiale, c'est devant tout le reste. Donc c'est devant le tabac. Le tabac, c'est 6-7 millions de morts par an. La pollution, c'est à peu près 9. L'environnement en tout, c'est plutôt 12. Et donc voilà, c'est devant. C'est 3 fois plus que les 3 causes
microbiennes tropicales dont on parle souvent, qui sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Voilà, le sida, la tuberculose et le paludisme cumulés, c'est 3 millions de morts par an. On en parle, il y a des donateurs, Bill Gates s'en occupe, etc. Et c'est très bien. La pollution, c'est 3 fois plus, personne ne s'en occupe vraiment. Et puis c'est beaucoup plus encore que tout le reste, donc l'alcool, les guerres, on n'en parle même pas, la drogue, etc. Donc, 16% des décès, donc c'est des chiffres qui sont encore valables, même si la pandémie va transitoirement bousculer les principes. La plupart de ces morts existent dans les pays les moins riches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 254 millions d'années de vie perdues chaque année à cause de la pollution. Et le problème de la pollution, c'est que ces effets sont non spécifiques. C'est-à-dire que ça vient augmenter le risque de maladies qui sont déjà fréquentes. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas reconnue. Quand vous avez un médicament qui cause une maladie rare de façon épidémique, comme ça a pu arriver dans l'histoire, les cancers du vagin liés à certaines hormones, ou bien les malformations liées à la thalidomide, c'est des maladies rares, c'est des maladies choquantes, on s'en aperçoit tout de suite, on se dit tiens, il y a un problème, on a reçu plein de femmes avec des cancers du vagin alors qu'elles avaient 20 ans, alors que normalement c'est un cancer qu'on ne voit jamais. Donc tout de suite, vous avez une réaction, on identifie le coupable, et puis on dit bon ben voilà, ce médicament, on le sort du marché, c'est terminé, il ne sera plus commercialisé. La pollution, ça augmente le risque de cancer, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de maladies respiratoires. Ça n'affole personne, ça ne se voit pas. Donc l'impact sanitaire est relativement invisible quand on regarde le paysage, et c'est tout le drame. Si on regarde les effets directs que peut avoir la pollution sur le cœur et les vaisseaux, on voit que ça suit en général une fonction logarithmique avec un effet, donc vous voyez en rouge c'est les accidents vasculaires cérébraux à l'âge de 50 ans, en bleu c'est les infarctus du myocarde à l'âge de 50 ans, donc ça concrétise un maximum de pertes au début de l'exposition, et après les pertes se ralentissent mais elles continuent quand même d'augmenter quand l'exposition continue d'augmenter. Ça, c'est pour les effets directs. Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure, quand je vous ai montré les différents risques environnementaux, comportementaux et métaboliques, que la pollution, et c'est ça le diable, a des effets indirects sur la santé humaine. Et donc, quand on regarde, c'est le même tableau que tout à l'heure, on voit que les risques environnementaux, et la pollution en particulier, ont aussi des effets sur les autres risques. C'est des effets indirects. Et donc, par exemple, le risque environnemental agit sur les comportements. Quel est le facteur environnemental qui, de façon très intuitive, agit sur le comportement humain? C'est la température. Vous savez qu'il y a plus de mortalité dans tous les pays où on peut le mesurer quand il fait très chaud par rapport à quand il fait très froid. Quand il fait très chaud, on sort plus, on boit plus, on conduit moins bien, on est plus nerveux, il y a plus de gens dehors, donc il y a plus de gens qui peuvent se confronter et se battre, donc il y a plus de violence, on se noie plus. Donc voilà, c'est une façon de vous montrer à quel point le risque environnemental influence les autres risques, et notamment par exemple le risque comportemental, mais aussi le risque métabolique. Et donc, la pollution chimique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les perturbateurs endocriniens en particulier, agissent sur le métabolisme, et donc c'est pour ça que leur effet n'est pas visible, parce que les maladies métaboliques sont souvent attribuées à un problème de comportement. Et donc quelle est la maladie, qui est d'ailleurs la deuxième maladie la plus problématique, enfin le deuxième risque le plus problématique dans le monde avec la pollution, qui est d'origine environnementale, c'est l'obésité. Si vous interrogez 100 personnes sur l'obésité, la plupart des gens vous diront que c'est un problème de comportement. Les gens mangent trop, et ils mangent trop mal, et ils ne bougent pas assez. Et donc, on dit, bon voilà, l'obésité, on a identifié la cause, c'est que les gens ne font pas bien les choses, donc il faut inciter les gens à bien faire les choses. Or, ça n'est pas vrai, puisque la pollution chimique augmente le risque d'obésité, puisque ça perturbe le métabolisme, donc ça augmente la faim, ça augmente le stockage. Et donc, du coup, l'obésité est une maladie qui est aussi largement d'origine environnementale, mais personne ne le sait, donc du coup, on ne s'intéresse pas au problème. On préfère mettre la pression sur les individus en leur disant attention, il faut faire attention à ce que vous mangez, tout en autorisant la pollution chimique à disséminer autour d'eux et à faire en sorte qu'ils sont plus susceptibles de grossir. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Alors, les liens de la pollution avec le développement, c'est des liens qui sont parfois simples, parfois complexes. Pour la pollution intérieure, je vous ai dit, c'est un lien de décroissance linéaire. Pour la pollution extérieure, c'est plus compliqué. Et donc, factuellement, la pollution extérieure, ça donne ça en rapport avec le niveau de richesse des pays. Et si vous regardez bien, vous voyez que ça donne une courbe en cloche, avec, pour les pays les plus pauvres, initialement une augmentation de la pollution extérieure quand ils commencent à se développer.
Probablement que la Chine et l'Inde sont à peu près arrivés au maximum de ça. Et ensuite, une baisse de la mortalité par pollution extérieure quand les pays continuent de se développer, quand ce sont des démocraties, puisque vous voyez qu'en haut à droite, vous avez les autocraties du Golfe qui, elles, ont continué à la fois accroître leurs revenus, mais aussi à avoir plus de pollution. Mais dans les démocraties, la pollution extérieure baisse à partir d'un certain point. Factuellement, ça s'est passé comme ça ne veut pas dire que c'est une loi et c'est très contesté aujourd'hui. Alors, c'est pas contesté que ça s'est passé comme ça, mais ce qui est contesté, c'est que ça doit se passer comme ça. Et vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle l'hypothèse de Kuznets appliquée à l'environnement. Qui a entendu parler de ça? Ça vous dit rien? Ok. Kuznets, c'était un économiste de la croissance qui avait mesuré que quand les pays étaient au début de leur croissance, il y avait une espèce d'augmentation inévitable des inégalités. Et c'était jusqu'à un certain point. Et à partir de ce point, les inégalités commençaient ensuite à baisser dans les pays qui continuaient leur développement ou leur croissance économique. Et donc cette hypothèse de Kuznets qui dessine une courbe en cloche toute simple, elle a été ensuite appliquée à l'environnement sur ses bases factuelles en disant bah, regardez, c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas le choix. Quand les pays se développent, au début, ils sont obligés de polluer. Et puis après, la démocratie fait son travail, les populations interpellent les leaders politiques en disant c'est trop polluant, on en a marre, et du coup les leaders prennent des mesures pour faire baisser la pollution. En pratique, aujourd'hui, cette hypothèse de Kuznets n'est pas du tout systématiquement vérifiée empiriquement, et surtout, elle est très critiquée sur le plan théorique, notamment par Philippe Landrigan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit qu'aujourd'hui, tout a changé. Et donc, aujourd'hui, les pays ne sont plus obligés de polluer quand ils continuent de se développer, parce que les énergies sont différentes, parce que les technologies sont différentes, et puis parce qu'on peut faire autrement. Et donc, cette hypothèse de Kuznets est considérée par beaucoup de militants pro-environnement comme totalement fausse si on veut en faire une loi appliquée à l'économie du développement et à l'environnement. En attendant, dans les pays riches, c'est vrai que les émissions baissent. Donc ça, c'est le Royaume-Uni qui, je pense pour vous, est un modèle en termes de trajectoire de décarbonation. Et donc, la plupart des polluants au Royaume-Uni ont baissé lors de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Aux États-Unis aussi, qui est pourtant un pays qui est loin d'être exemplaire, beaucoup de polluants baissent. Et je vais vous montrer un schéma qui est critiquable, mais qui a le mérite de montrer quelque chose. Ça avait été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est une des meilleures revues de médecine, au moment où Trump voulait attaquer l'agence européenne pour la protection de l'environnement, l'EPA. Et donc, ils avaient montré que, en bleu ciel, les émissions agrégées de 6 polluants ont baissé au cours des 50 dernières années, mais que ça n'a pas empêché en vert l'économie de se développer. Donc c'est le PIB qui pose plein de problèmes, je suis au courant, pour mesurer le développement économique, mais c'était une façon de montrer à Trump qu'il fallait continuer à être strict sur la pollution, parce qu'on pouvait baisser la pollution tout en ayant de la croissance économique, puisque Trump ne jurait que par ça. Alors les effets économiques maintenant de la pollution, il y a une croyance profonde que la pollution c'est pas bien, mais c'est nécessaire pour l'économie. Je viens d'en parler avec l'hypothèse de Kuznets. Qui pense que la croissance est mauvaise pour l'environnement mais nécessaire à l'économie? Personne? Bon, bah, vous avez raison, c'est une très mauvaise affaire, hein, la pollution. Et donc, effectivement, ça coûte très très cher. Alors, c'est une très mauvaise affaire pour tout le monde, sauf pour les pollueurs. Pour les pollueurs, c'est une bonne affaire, ça leur coûte moins cher. Mais pour les pollués, c'est-à-dire tout le monde, c'est une très mauvaise affaire. Et donc, les pertes économiques liées à la pollution, il n'y a pas que les pertes épidémiologiques, il y a aussi des pertes économiques. Ils sont très importantes, elles ont été un petit peu quantifiées. Alors c'est toujours des estimations qui sont associées à une marge d'erreur, mais vous savez le truc, c'est que il vaut mieux une estimation fausse à pas d'estimation du tout, parce que quand vous n'avez pas d'estimation, ça permet aux gens de dire qu'il n'y a pas de problème. Donc les estimations économiques pour la pollution, vous avez les coûts directs médicaux, on estime que c'est 3 à 3,5% à peu près des dépenses de santé dans les pays riches qui sont causées par la pollution. Donc en France, ça représenterait 7 milliards d'euros par an de dépenses à cause de la pollution sur un budget de 200 et quelques milliards. Vous avez les coûts indirects non médicaux, mais qui sont liés à la santé quand même. Et puis vous avez évidemment la perte de productivité au travail, la perte de force de travail, qui sont aussi là encore très importants. Et à chaque fois, de la même façon que l'impact épidémiologique était invisible, bah, cet impact économique, il est invisible. C'est pas dans les comptes nationaux. Dans les comptes nationaux, vous avez les exportations, les importations, vous avez les budgets, vous avez ça, mais vous n'avez pas les pertes liées à la pollution. Et pourtant, ces pertes sont réelles. Mais elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas palpables. Et donc, du coup, on ne s'y intéresse pas assez.
Pour la pollution chimique, c'est aussi complètement catastrophique. Ça, c'est un papier qui avait été publié dans une revue du Lancet sur le cas américain et qui était comparé ensuite au cas européen. Et on voit que les pertes en Europe, c'est plus de 150 milliards par an de pertes liées à la pollution chimique. Aux États-Unis, c'est encore plus et surtout, c'est plus en proportion de leur PIB. Alors les différences entre les États-Unis et l'Europe sont liées à des différentes expositions. La régulation chimique aux États-Unis est particulièrement lâche. Elle est un peu moins lâche en Europe et elle progresse un petit peu, mais on est encore très loin du compte. Mais du coup, les États-Unis, les Américains plutôt, perdent plus d'intelligence que les Européens. Et comme l'intelligence est corrélée à la performance économique, ils perdent plus d'argent. Et évidemment, ces estimations sont des sous-estimations pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que pour les chimiques qui sont pris en compte dans l'analyse, on ne prend que les relations suffisamment certaines avec les maladies qui les causent. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent être causées, qui sont incertaines, mais qui sont probablement causées quand même, qui ne sont pas prises en compte. Et ensuite, il n'y a qu'un sous-groupe de produits chimiques qui est incorporé dans cette analyse. Donc, on est sûr que les pertes sont en fait très supérieures. C'est un manque à gagner ou c'est des pertes directes. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça alors que personne ne veut ça et tout le monde trouve que ce n'est pas normal? Alors, je n'ai pas de réponse certaine, mais je vais essayer de vous proposer mon analyse. Vu la taille géante de l'anomalie, ça ne peut être qu'un complexe de raisons. Il ne peut pas y avoir une seule raison qui explique ça. La première raison, probablement que c'est celle-là. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, c'est pas bien, mais l'espérance de vie a continué à progresser. Donc, finalement, ok, c'est mauvais, on pourrait peut-être faire mieux, mais en attendant, la santé s'améliore. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, moi je vois qu'une chose, c'est que les gens vivent toujours plus longtemps. Donc, vous me parlez d'un problème, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. » Et donc, du coup, ça a détourné l'attention, ou en tout cas, ça a atténué le sentiment du problème. La deuxième raison, évidemment, c'est les intérêts privés, donc les groupes de pression, les pressions exercées par les groupes d'intérêt, et en particulier par ce qu'on appelle les lobbies, qui fait que vous avez des entreprises pathogènes pour l'environnement ou pour la santé, qui continuent d'exister alors qu'elles devraient être réprimées, voire interdites, qui continuent de détruire plus de valeur qu'elles ne créent de valeur, mais qui, parce qu'elles sont organisées, financées et influentes, arrivent à continuer de vendre leurs produits, que ce soit des produits. On a parlé un peu de l'alimentation tout à l'heure, c'est vrai. Pour la pollution, c'est pareil. Pour les émissions de CO2, c'est pareil, etc., etc. Donc ça, c'est un problème qui fait que ça limite l'action des politiques. Ça ne devrait pas, mais en pratique, ça marche très bien. La troisième raison, je pense, c'est... Donc ça, c'est Kuznets, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un de ses livres sur la croissance économique. Et donc, je pense qu'il y a une croyance implicite, mais profonde, chez beaucoup de leaders politiques ou d'élites en général, que la pollution, c'est pas bien, mais il faut bien que la croissance économique se fasse parce que tout le monde en veut. Et donc, on peut laisser le problème se disséminer tant que les entreprises continuent de fonctionner, de créer des emplois, de soutenir le pouvoir d'achat, etc., etc. Ce n'est pas vrai, mais les gens croient à ça. Et puis il y a une quatrième raison qui est que la pollution, contrairement au tabac par exemple, c'est quelque chose de très diffus. Ça vient de l'énergie, de transport, des mines, de l'industrie. Et donc, quand vous avez un problème dont l'origine est super diffuse, c'est très difficile de vous attaquer au coupable. Alors que l'industrie du tabac, ça a mis du temps, mais c'est en train de se faire. Le tabagisme baisse dans le monde. La quantité de cigarettes fumées dans le monde augmente, parce que la population augmente, mais le taux de tabagisme dans la plupart des pays diminue. Les gens fument moins qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu des politiques sur l'offre et sur la demande, on va en reparler, qui se sont faits parce qu'il y a une industrie, qui en plus est une industrie complètement voyou, et qu'on peut cibler, et on finit par y arriver à peu près. La pollution, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est complètement disséminé. Il y a une cinquième raison qui est qu'il y a une conception fondamentalement dissociée entre la santé et l'environnement. Et donc, effectivement, beaucoup de leaders politiques ou beaucoup d'élites se rendent bien compte que la pollution est mauvaise pour l'environnement, mais n'ont pas assez conscience que c'est très mauvais aussi pour la santé, avec un effet d'inertie terrible, et avec certains polluants qui restent dans l'environnement pendant des dizaines d'années ou des centaines d'années, donc on n'est pas prêt de se sortir du problème. Et donc, il y a clairement, je pense, une sous-estimation à la fois dans l'opinion et chez les élites des dommages économiques et des dommages épidémiologiques de la pollution.
Alors, j'ai pas de solution magique. Moi, je suis pas capable de vous faire un plan de transformation de l'économie française comme le Shift Project, mais je vais essayer de vous donner quelques principes qui, j'espère, vont vous parler pour savoir comment on doit lutter contre la pollution. La première chose la plus importante, je pense, c'est que il ne faut pas se dire qu'il faut simplement agir sur la demande, mais il faut aussi agir sur l'offre. Et c'est ce qui s'est passé pour le tabac, c'est-à-dire que si vous mettez des cigarettes pas chères partout, mais que vous dites aux gens ne fumez pas, bah ils vont fumer. C'est pareil avec l'alimentation, c'est pareil avec la pollution. Si on veut que les gens soient moins exposés ou aient moins de tentation de se comporter d'une certaine façon qui soit mauvaise pour leur santé, bah, il faut agir sur l'offre. Et donc, il faut qu'il y ait moins de polluants. Et donc, c'est auprès des entreprises qu'il faut agir. Et il y a deux façons d'agir sur l'offre, c'est la taxation et la régulation. C'est des méthodes que les leaders politiques ne trouvent pas du tout sexy, parce qu'on va leur dire « Ah bah encore une taxe, ah bah vous allez encore interdire quelque chose ». Mais en attendant, dans l'histoire de la santé publique, il n'y a que ça qui marche. Mettre les individus sous pression, les exposer à des dizaines de facteurs nocifs et leur dire ensuite il ne faut pas le faire, ça ne marche pas. On peut dire que ça marche, on peut rêver du fait que ça marche, que les individus soient libres, qu'ils comprennent tout, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, sinon la situation serait différente et on n'en serait pas là. Donc il faut agir sur l'offre. Ensuite, il faut agir aussi sur la demande. Alors la demande de polluants, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais quand on dit agir sur la demande, là, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut agir sur les individus. Donc il ne faut pas seulement se contenter de dire aux individus ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne consommez pas tel produit, n'achetez pas tel produit, mais il faut agir sur la société dans son ensemble. Les individus, ils ont été mis sous pression, ils n'y arrivent plus, et il faut créer des sociétés qui fassent qu'ils ne soient pas tentés d'aller vers un comportement anti-santé ou vers la consommation de produits anti-santé et donc de consommer du polluant. Mais voilà, mettre partout des produits chimiques et dire aux individus ensuite débrouillez-vous avec ça, c'est injuste et ça ne marche pas. Un élément qui me paraît très important, c'est que la transition environnementale et la transition sanitaire sont très parallèles. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Quand on vous dit que, par exemple, utiliser des transports physiques, humains et non pas artificiels, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement. Manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement. Donc vous voyez, il y a tout un parallèle comme ça, sur notamment les gens qui parlent du changement climatique, entre le fait que ça va à la fois avoir un effet bénéfique sur l'environnement sur 20 à 30 ans, mais aussi un effet sanitaire bénéfique beaucoup plus rapide. Donc tout ça est vrai, mais avec deux avantages énormes de la transition sanitaire par rapport à la transition environnementale, qui est que la transition sanitaire ne nécessite pas de technologie et la transition sanitaire ne nécessite pas d'investissement. On n'a pas besoin d'investir pour que les gens fument moins, boivent moins, mangent mieux, etc. Et on n'a pas besoin de technologie. C'est pas une transition qui est technologique. La partie technologique en santé, c'est l'industrie médicale qui s'en occupe. Ils se débrouillent très bien. L'industrie pharma, l'industrie des dispositifs médicaux, les hôpitaux, eux développeront toujours plus de technologies sophistiquées pour nous permettre d'atténuer les maladies. Mais la transition qui nécessite à aller vers de la santé publique et à avoir une vie qui soit moins toxique, c'est pas quelque chose qui nécessite de la technologie et c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Et c'est au contraire quelque chose qui génère de la valeur puisque les gens qui sont en bonne santé coûtent moins d'argent au système de soins et sont plus productifs économiquement. Et donc ça peut être réinvesti dans la transition environnementale qui, elle, nécessite clairement un investissement financier et technologique. Alors je vais finir comme Landrigan. Landrigan, il dit un truc, il dit JD, aussi sad, aussi triste que ce soit, on ne va pas bouger les politiques avec des histoires de bébés morts, donc il faut leur parler d'argent. Alors il donne toujours cet exemple, qui est un excellent exemple, qui est l'exemple du plomb dans l'essence aux États-Unis. Et donc vous savez qu'avant les années 70, il y avait du plomb dans les carburants, parce que ça a amélioré l'efficience et la performance des moteurs. Alors c'était effectivement, les moteurs marchaient mieux. Du coup, il y avait moins de consommation pour une performance équivalente. Et le problème, c'était que l'environnement était complètement pollué au plomb. Quand on faisait des prises de sang aux Américains, on se rendait compte qu'ils avaient des taux de plomb très élevés. Et il y avait même des intoxications au plomb chez l'enfant qu'on appelle le saturnisme. À partir des années 70, il y a un grand mouvement environnemental mondial qui se crée. Le bouquin de Rachel Carson a été publié en 62. Et donc, l'Agence pour la protection de l'environnement va être créée aux États-Unis au milieu des années 70. Et juste après, il va y avoir une loi qui va être votée, qui va être la loi sur l'air propre, et qui va interdire le plomb dans l'essence. Et donc vous voyez les courbes, donc en bleu, on la voit quasiment pas parce qu'elle est confondue avec la courbe rouge. Donc en bleu, c'est la courbe de présence de plomb dans l'essence aux États-Unis, et en rouge, c'est la courbe de
taux de plomb dans le sang des Américains. Et donc vous voyez que c'est une courbe qui va planter complètement. Et comme le plomb a un effet cognitif négatif, c'est un phénomène qui a été associé à un gain de 2 à 5 points de quotient intellectuel des Américains après les années 80. Les Américains après les années 80, je ne sais pas si ça se voit ou si ça ne se voit pas, sont plus intelligents que les Américains avant les années 80. Et on sait que c'est lié à l'intoxication moyenne au plomb qui a diminué. Or, les économistes font une correspondance entre les points de QI et la performance économique, et ils estiment qu'un point de QI, c'est 10 000 $ par an injectés dans l'économie de plus. Et donc, les calculs ont été faits et ont montré que le fait d'interdire le plomb dans l'essence n'avait pas coûté très cher, n'avait pas été un problème en termes de moteur, et avait fait gagner aux Américains 200 milliards par an. De façon plus générale, on sait aujourd'hui que pour chaque dollar qui est investi dans la dépollution, on a un retour sur investissement de 30 $. Donc un business qui a 100% de réussite et qui vous ramène 30 € pour 1,5 €, moi je ne connais pas un investisseur qui ne mettrait pas de l'argent là-dedans. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc on va passer à la phase de questions-réponses. S'il y en a un tour des questions, n'hésitez pas à lever la main et je peux passer le micro. Sinon moi déjà, moi aussi j'avais une question, c'est sur quand vous parlez de la pollution, est-ce que c'est vraiment principalement ça se retrouve dans la qualité de l'air et ça va être de la respiration, ou c'est beaucoup aussi les produits qu'on ingère ou les plastiques auxquels on est exposé et donc, Non, je pense que la distinction que j'ai essayé de faire entre les trois types de pollution, c'est une distinction qui a du sens. Donc, pollution de l'air intérieur ou de l'eau intérieure, ça ne nous concerne pas, ça baisse dans le monde, ça va continuer à baisser. La pollution de l'air extérieur, c'est quelque chose qui augmente dans la plupart des pays, mais qui baisse dans les démocraties riches grâce à la régulation. Et puis ensuite, il y a la pollution chimique, qui, elle, est une espèce... C'est un antarctique, c'est un truc qui y en a partout, ça ne se voit pas, mais c'est complètement omniprésent dans des produits de tous les jours. C'est comme ça, je pense, qu'il faut concevoir la pollution. Déjà, du coup, merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Je voulais revenir sur une de vos solutions qui était la taxation. Et par rapport, du coup, vous avez parlé de santé et environnement, mais aussi de l'aspect social, du coup, qui est souvent revenu à niveau de la pollution, notamment au niveau de l'organisation des villes et des endroits les plus polluants, on va avoir les populations les plus défavorisées. Et je voulais reprendre aussi l'exemple de la taxation, notamment carbone, qui avait montré qu'en fait, elle s'appliquait en priorité sur les populations les plus défavorisées. Est-ce que cette taxation, elle ne va pas être un facteur en plus de la pollution pour montrer encore plus d'inégalités? Ce que dit, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais ce que disent les économistes, c'est que si c'est mal fait, effectivement, ce ne sera pas accepté parce que ce sera une pénalité supplémentaire. Et donc c'est pour ça que ce que les économistes conseillent aujourd'hui, c'est de systématiquement associer une taxation à une redistribution de l'argent perçu, et que cette redistribution aille vers ceux qui sont pénalisés par une perte transitoire d'activité économique. Ça répond à ta question ? Ouais. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé pas mal de la pollution de l'air et donc le lien entre santé et environnement, mais il y a peut-être un autre aspect qui a été mis en évidence avec l'épidémie de Covid, qui est que la destruction de la biodiversité génère des épidémies comme celle de la Covid. Donc, quel est votre regard justement sur un peu les années à venir sur le lien entre santé de la faune et la flore et la santé humaine? Alors, évidemment, c'est pertinent, c'est sûr. C'était pas dans la présentation parce que c'était pas le sujet. En gros, effectivement, la plupart des virus, presque la quasi-totalité des virus, viennent des animaux. Voilà, ça c'est comme ça. C'est pas nous qui fabriquons les virus. Les virus vivent sur les animaux et ensuite ils passent chez l'homme quand ils ont l'opportunité de le faire. Le fait que la biodiversité soit en voie d'extinction verticale est un facteur qui favorise les épidémies et les pandémies parce que les espèces sont sous pression et les virus sont sous pression et donc les virus vont plus muter et vont plus changer d'hôte.
L'autre facteur qui fait que cette perte de biodiversité est un surrisque de pandémie majeure, c'est que les animaux perdent leurs habitats et donc ils se rapprochent de nous, ils nous trouvent, ils sont en contact avec nous et les virus nous trouvent. Toutes les pandémies ont commencé comme ça. Ebola a commencé comme ça. Un gamin en Afrique qui joue dans un pneu où il y a une chauve-souris. Ça commence comme ça. La chauve-souris lui donne le virus, Ebola, et après ça part. Donc effectivement, c'est une réalité. Les épidémies et les pandémies avaient déjà commencé à augmenter. Alors en fait, les microbes émergents ont commencé à augmenter lors de la deuxième moitié du XXe siècle. On le sait, décennie après décennie, il y a une augmentation qui n'est pas exponentielle mais qui est linéaire. Et au XXIe siècle, on a eu 4 pandémies. On a eu Zika, Chikungunya, H1N1, on a failli en avoir une avec Ebola, et puis on en a une avec le Covid-19. Donc 4 pandémies en 21 ans, en fait c'est en 11 ans, ça n'a jamais existé. Donc clairement, la façon dont dysfonctionne le monde aujourd'hui, qui à chaque fois a les mêmes causes, c'est-à-dire le mode de société occidentale basé sur les fossiles, etc., produit tous ces effets négatifs selon des mécanismes qui sont très proches. En tout cas, les causes sont les mêmes. Et on sait donc que si on traite les causes, on va traiter, sur le long terme certes, tous les problèmes qu'on a. Bonjour, moi j'avais une question vis-à-vis en fait, de la pollution et de l'espérance de vie. Et je ne sais pas si c'est une question qui est traitée, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui pollue le plus entre une personne en obésité morbide qui va être soumis à un environnement extrêmement polluant et qui va surconsommer, et quelqu'un en fait qui est en bonne santé, qui va vivre dans un bon environnement, mais du coup qui va vivre extrêmement longtemps. Est-ce que justement on a un lien entre entre l'espérance de vie qui va augmenter exponentiellement mais dans des bonnes conditions et en fait la pollution de l'individu qui lui va mourir plus tôt, et donc, mais qui aura un mode de vie beaucoup plus impactant sur l'environnement? J'ai pas compris la question. En fait, qu'est-ce qui pollue le plus entre une personne en très mauvaise santé qui va mourir très tôt et quelqu'un en très bonne santé qui va mourir très très tard? Bon, on n'a pas de données là-dessus. Mais si tu veux, en théorie, on sait que quelqu'un qui, avec un certain mode de vie, va polluer, il va plus polluer s'il vit plus longtemps. Je suis d'accord avec ça. Par rapport à quelqu'un qui va vivre moins longtemps parce qu'il a un capital social très faible et qui aura en plus un mode de vie moins polluant. Donc oui, je suis d'accord avec ça, mais il n'y a pas de modélisation de ça. Il n'y a pas comme pour les émissions de CO2 où on dit, regardez, c'est les élites qui ont la plus grosse empreinte. C'est à ça que tu penses un petit peu ? Voilà. Donc il n'y a pas de ça. Mais les causes sont les mêmes, encore une fois. Donc évidemment que quelqu'un qui a une empreinte carbone, c'est souvent quelqu'un aussi qui est polluant et qui pourtant, de par son capital social, va être en capacité de vivre plus longtemps que quelqu'un qui n'aura pas beaucoup de capital social. Donc c'est une injustice supplémentaire, mais ce n'est pas quelque chose qui est souvent modélisé. En tout cas, je ne connais pas d'article qui a fait ça. Bonjour, moi j'ai une petite question sur le système de santé. En fait, on a parlé rapidement de l'industrie pharmaceutique malgré tout. Et l'industrie de la santé, c'est quelque chose qui est quand même plutôt émetteur, même très émetteur et très technologique en fait. Et du coup, ma question c'est quel système de santé pour l'avenir? Parce que quand je m'amusais tout seul à réfléchir un peu au monde de demain, je me disais la santé c'est quand même quelque chose qui pose problème parce que en fait les hôpitaux ce sera nécessaire et c'est quelque chose qui restera très technologique, et donc comment solutionner ça? Et même on a parlé de l'industrie pharmaceutique, il reste beaucoup de lobbies, et justement en France et en Europe il n'y a pas trop de médicaments génériques, et même il y avait eu une démarche pour faire des médicaments à l'unité, je crois, ou en tout cas ce dont on avait besoin, mais c'est pas le cas, et du coup on jette beaucoup de médicaments. Donc voilà, quelle solution pour l'avenir si solution? Alors effectivement, l'industrie de la santé est en retard en général sur la prise de conscience qu'elle-même a une empreinte environnementale. Depuis pas longtemps, ça commence un petit peu à émerger dans les consciences. Le Royaume-Uni, là aussi, est très en avance là-dessus. Il y a un plan qui a été publié en janvier 2020, donc juste avant la pandémie, qui s'appelle un système de santé vert au Royaume-Uni. Et donc, ils ont une trajectoire de décarbonation de leur système de santé. Et donc, le contenu n'est pas étonnant. Donc, c'est attention au transport pour la façon dont les gens se déplacent pour aller à l'hôpital, favoriser les téléconsultations,
utiliser le digital par rapport au matériel quand on peut et quand c'est moins polluant. Je suis au courant que le digital a lui-même une empreinte environnementale, mais parfois il en a quand même moins que le système matériel. Faire attention à là où on produit les médicaments, parce que en fait 70% de l'empreinte carbone d'un hôpital, c'est son environnement, c'est-à-dire ses prestataires, ses fournisseurs, etc. C'est pas lui qui les émet directement. L'énergie du système de soins, l'énergie qui est utilisée, les bâtiments, etc., etc. Même la nourriture qu'on sert aux patients, pour que ce soit une nourriture qui soit moins carnée. Donc tout ça est en... Bon, il y a une science qui est en train de se mettre en place là-dessus. C'est pas super facile parce que les systèmes de soins ne vont pas bien dans plein de pays du monde et du coup on se retrouve à leur dire mais il faut faire attention à plein de trucs maintenant. Donc c'est pas un truc facile et sans énergie gouvernementale ça ne se fera pas. Dans certains pays c'est en cours. En France il y a des médecins qui s'intéressent à ça, notamment au sein du Shift. Il y a une fille qui s'appelle Laurie Marot qui s'occupe de ça. Donc c'est émergent je dirais, mais on sait qu'on est très en retard. Et l'industrie pharmaceutique c'est pareil. Elle a elle-même une empreinte, directe ou indirecte, et même les médicaments, effectivement, qui ne sont pas consommés, se retrouvent dans l'environnement. Et ça, on ne sait pas trop ce que ça fait. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que vous avez parlé des principaux risques environnementaux et vous avez expliqué que le risque lié à la température non optimale était globalement en train de diminuer. Et du coup, moi, ça m'interrogeait un petit peu par rapport au réchauffement climatique qui, certes, ne touche pas vraiment nous, mais peut-être une région du monde où, au contraire, les gens vont devoir migrer pour survivre, en fait. Et ma deuxième question, elle a à peu près rien à voir, c'est comment rendre visible une pollution qui, pour l'instant, dont les effets sont invisibles. Comment réussir à rendre visible et surtout alerter et sur les bons aspects et dans les bonnes proportions, surtout. Alors, pour la première question, c'est plutôt simple. D'abord, les températures non optimales dans le monde, c'est 2 millions de morts chaque année. Ensuite, historiquement, j'ai dit, c'est plutôt été des morts du froid que des morts du chaud. Depuis les 30 dernières années, il se trouve que le nombre de morts liés à la température non optimale a baissé. C'est pas seulement parce que les températures ont évolué, c'est aussi parce que les pays ont appris à se protéger contre les problèmes de température non optimale. Donc protéger contre la chaleur, protéger contre le froid. Après, la baisse des 30 dernières années ne prédit pas nécessairement une poursuite de la baisse au cours des 30 prochaines années. Et oui, évidemment, je suis au courant que les gens du GIEC alertent sur le fait qu'il va y avoir plus de morts lors des canicules. C'est sûr et certain. C'est déjà arrivé. L'été 2019 en France, il y a eu plus de 9% de mortalité. C'était lié à la canicule. Donc il y a pas de... ça n'est pas contradictoire avec ce que tu dis, je pense. Ensuite, comment rendre visible quelque chose qui n'est pas visible ? Je pense que ça s'appelle du militantisme, quoi. Il faut en parler tout le temps, il faut faire de l'influence pour que ça se voit, pour que les gens en prennent conscience, pour qu'ils prennent conscience qu'on perd de l'argent et qu'on perd de la santé à laisser le monde être toujours plus riche en polluants. C'est un truc où c'est 100% perdant, quoi. On est sûr qu'on ne va pas gagner sur un truc comme ça. Donc effectivement, il n'y a aucune logique théoriquement à poursuivre le mouvement actuel. Mais encore une fois, c'est difficile de changer des choses à si grande échelle. Même si tout le monde finit par se dire, ça n'est pas bien. Il y avait une deuxième question. Pardon. Et moi je me demandais aussi, même si c'est sans doute difficile à estimer, c'est quoi votre avis sur l'évolution future de l'espérance de vie ? Déjà, juste en termes de soins, comme avant, vous disiez que, par exemple, on sait que c'est impossible de faire des progrès au niveau cardiovasculaire, en fait, si. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, il y a certaines limites qui sont difficiles à franchir au niveau des soins, et à quel point ça peut être compensé par les risques environnementaux ? Et donc, est-ce que, au final, là, on a commencé à arriver dans une période où l'espérance de vie est vraiment stagnée, ou est-ce que vous pensez que ça peut encore augmenter ? Alors, l'espérance de vie, elle a baissé dans plusieurs pays après les années 2010. Donc, elle a baissé aux États-Unis, elle a atteint un plateau aux États-Unis en 2014, ensuite elle a baissé 3 années de suite. Au Royaume-Uni, la mortalité infantile a augmenté après les années 2010. Donc, effectivement, on a des indicateurs très clairs dans plusieurs pays, et c'est le paradoxe, ce sont des pays riches, que la santé s'est dégradée après 2010. Mais ce n'était pas à cause de raisons environnementales, c'était à cause du cardiovasculaire, du tabac, de l'obésité, des suicides aux États-Unis, des overdoses aux opiacés, c'était d'autres causes. Ensuite, quand on demande aux démographes ce qu'ils pensent sur l'évolution de la santé future, il y a 2 scénarios qui s'affrontent mais qui sont peut-être en fait complémentaires. Il y en a un où on entre en stagnation ou en ralentissement, puis il y en a un où ça continue de progresser à 3 mois par an à peu près. En fait,
le risque, enfin la probabilité la plus sérieuse, c'est qu'effectivement, on soit soumis à des tendances qui soient complètement contradictoires. On ne va pas arrêter les progrès de la médecine. On ne va pas arrêter les progrès de l'industrie pharma, des dispositifs médicaux, de la réanimation. Ça ne va pas s'arrêter, ça. Donc effectivement, on va pouvoir continuer à bénéficier de ces progrès-là pour atténuer certaines maladies. Ça ne veut pas dire que les autres facteurs contradictoires vont être contrôlés, donc l'obésité et la pollution, qui sont les deux pires, encore une fois. Et donc on va avoir des forces antinomiques qui vont se rencontrer, et c'est très difficile de prédire le résultat futur de ça. Se rajoute là-dessus ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les chocs qui sont prévisibles sur le long terme mais imprévisibles à court terme, comme les pandémies, les catastrophes naturelles, et puis là, les guerres, pourquoi pas. Donc c'est impossible de prédire précisément, mais on peut savoir à peu près quelles vont être les grandes tendances qui vont entrer en conflit les unes avec les autres. Moi j'ai une question qui peut paraître super bête, mais comment on calcule l'espérance de vie? Est-ce que c'est... on regarde l'âge de chaque personne qui est morte sur une année et ça donne une espérance de vie? Oui, il y a des formules, c'est pas très compliqué, moi je sais pas le faire, mais en tout cas ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espérance de vie, quand on parle d'espérance de vie, c'est la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre si jamais les conditions de l'année donnée se perpétuent. Ça n'arrive jamais, mais c'est comme ça, c'est ça le concept, et c'est comme ça que c'est calculé. Bonjour, j'avais une question par rapport à la pollution chimique. Vous avez dit qu'il y avait énormément de produits qui n'étaient pas contrôlés du tout, mais ça m'a fait penser à la base REACH de l'Union européenne dont on entend souvent parler, enfin dont on nous parle en cours. Pour moi, elle était justement là pour contrôler l'exposition, enfin, qu'on ne mette pas des produits chimiques dangereux sur le marché. Du coup, si peu de produits chimiques sont contrôlés, à quoi elle sert finalement cette base REACH? Alors, je ne connais pas ce dont tu parles. Ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, l'Agence de régulation des produits chimiques en Europe, c'est le FSA. Aux États-Unis, c'est la FDA, donc c'est la même agence qui fait les médicaments. Alors qu'en Europe, c'est une agence distincte, le FSA, qui est à Parme. Cette agence est très critiquée par plein de gens pour être beaucoup trop permissive. Très récemment, elle a pris des mesures pour réduire les taux, les quantités acceptées de produits chimiques, pour essayer d'être plus strict. Donc ça va dans le bon sens, mais clairement, c'est encore loin du compte, puisqu'il y a, encore une fois, plein de produits chimiques qui ne sont pas contrôlés quant à leurs effets sur la santé. Donc voilà, c'est l'autre problème avec la chimie, dont je ne vous ai pas du tout parlé, c'est que la pollution chimique, c'est une pollution qui défie le principe de Paracels. Paracels, c'était un toxicologue génial du XVIe siècle qui avait dit « c'est la dose qui fait le poison ». Et ce truc-là, c'est vérifié pour à peu près tout. C'est-à-dire qu'il y a une réponse dose-effet pour à peu près tous les poisons de la Terre. Plus vous êtes exposé, plus vous risquez de mourir ou d'avoir une maladie. Les produits chimiques ne répondent pas à ça. Et donc les faibles doses de produits chimiques sont plus toxiques que les fortes doses. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, ça, pourquoi c'est un problème? Parce que pour la régulation, ça veut dire que mettre un seuil très bas en disant il ne faut pas en prendre plus de temps, ou en tout cas, les produits ne doivent pas contenir plus de telle quantité de produits chimiques, ça ne marche pas. Parce que c'est justement quand il n'y en a pas beaucoup que c'est le plus toxique. Mais si une plus petite dose est plus dangereuse, il faut les interdire, je suis d'accord. Non, sur les interdire, mais du coup, dans ma tête, ça me fait, et si on expose beaucoup pour... Non, alors, on ne joue pas, donc on ne fait pas ça. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation qui n'était pas monotone, et donc que les faibles doses étaient souvent plus toxiques pour pas mal de produits chimiques, et donc il faut les interdire. Qu'est-ce qui se passe quand on interdit un produit chimique? Il se passe un truc que les épidémiologistes appellent la substitution regrettable, qui est qu'on remplace le produit chimique par un produit cousin qui n'est pas testé et qui est parfois plus dangereux. C'est ce qui s'est passé avec le bisphénol, on a remplacé le A par le B je sais pas quoi, et il n'est pas mieux. Donc voilà, c'est un phénomène courant. Juste pour revenir sur l'espérance de vie, parce que je m'étais renseigné aussi, je m'étais posé la question. En fait, c'est vraiment calculé c'est-à-dire qu'à une année donnée, on calcule l'espérance de vie vraiment sur les décès de l'année précédente. Donc en fait, le mot espérance de vie n'est pas complètement bien choisi parce que, par exemple, c'est pour ça que quand il y a une guerre, l'espérance de vie diminue, alors que c'est pas du tout sur une prévision de s'il va y avoir une guerre dans le futur ou quoi. Donc c'est pas vraiment l'espérance de vie, c'est les données des décès avec l'âge des personnes qui sont décédées dans l'année d'avant.
Et sinon, aussi juste une petite question sur, vous disiez qu'aux États-Unis ils fument moins. Est-ce que vous sauriez expliquer un peu pourquoi? Est-ce que c'est juste Ah oui, alors ça c'est une histoire qui est très connue. En fait, il y a un historien formidable qui s'appelle Robert Proctor qui a raconté ça et qui a montré comment l'industrie du tabac avait caché les données qu'elle avait sur la toxicité du tabac, et il a montré que pendant 10 ans, et je vais parler de ce qui s'est passé au bout des 10 ans, il y a vraiment eu une période où toutes les données étaient disponibles, mais l'industrie du tabac les a camouflées, et donc il y a eu des millions de morts inutiles parce que les gens ont continué à fumer. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'en 1964, il y a eu un rapport du Surgeon General. Le Surgeon General, c'est un peu comme le directeur général de la santé, qui a fait un rapport épidémiologique de milliers de pages, où il a montré à quel point les effets du tabac étaient négatifs sur les taux de cancer, les maladies cardiovasculaires, le pronostic des grossesses, etc. etc. Ce rapport, par le Surgeon General fumait lui-même. Ce rapport par le Surgeon General en 1964 a été un choc. Et il a montré aux gens à quel point c'était mauvais, et les gens ne se rendaient pas compte à quel point c'était mauvais. On ne savait pas, il y avait des gens qui le pensaient, mais ça n'était pas l'opinion dominante. Et à partir de 1964, aux États-Unis, le tabagisme a baissé de façon continue. Et nous, on est en retard par rapport à ça. C'est une illustration de ce que m'a demandé la collègue tout à l'heure, de comment faire pour que les gens prennent conscience. Il faut le dire, ça n'est pas bon. Et c'est la même chose qu'avait fait Chadwick, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant de faire passer sa loi sur la saleté. Il avait fait une enquête épidémiologique en Angleterre qu'il avait appelé le rapport sanitaire. Et il avait monté l'état de santé catastrophique des Anglais dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et les gens ont été choqués par ça, et ça a donné aux leaders politiques ce qu'on appelle le momentum, pour qu'ils puissent faire passer une loi contre les intérêts privés qui ne veulent pas que ça change. Merci. Moi, pour prolonger, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous savez, quelle est la part de l'argent qui est mis dans la recherche sur le lien justement entre la pollution de l'air et les différentes maladies? Parce que vous nous avez dit que c'était très diffus. Vous avez expliqué que la pollution, enfin on sait maintenant en fonction des types de polluants d'où ça vient, mais en termes de données, qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce qu'on sait bien mesurer le lien entre la pollution de l'air et les différents types de maladies? Alors ça dépend des maladies. Il y a des maladies pour lesquelles c'est très bien démontré. Les maladies respiratoires ou certains cancers du poumon, c'est très bien démontré. Il y a des zones d'Asie du Sud-Est où il y a plus de cancers du poumon liés à la pollution que liés au tabac, alors que chez nous, la plupart sont liés au tabac. Donc il y a des maladies pour lesquelles c'est très bien déterminé. Et puis il y a d'autres maladies pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de données cliniques. Donc les industriels mettent leurs produits sur le marché sans données cliniques, donc on ne sait pas exactement ce que ça fait. Et ensuite, c'est aux épidémiologistes de se débrouiller. Mais comme vous le savez, il y a un truc en épidémiologie environnementale qui est que c'est une science observationnelle et donc elle est soumise à un truc super connu qui s'appelle le facteur confondant, c'est-à-dire qu'une relation statistique entre deux éléments n'est pas forcément une relation causale. Et donc les épidémiologistes de l'environnement travaillent sur ça pour essayer de limiter ce biais et d'essayer de prouver de façon suffisamment fiable un lien causal entre un facteur environnemental et une maladie, mais à chaque fois, c'est un facteur de vulnérabilité de l'argument. C'est-à-dire que quand ils disent regardez les perturbateurs endocriniens, ça améliore ça dégrade l'âge de la puberté des petites filles, on dit oui, mais c'est parce que elles mettent pas les mêmes trucs, machin, etc. Et du coup, c'est un facteur de contradiction. De la même façon que quand on a demandé aux industriels de la chimie pourquoi, quand vous faites un Paris-Marseille en voiture, il n'y a plus une mouche sur le pare-brise, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est parce que l'angle du pare-brise n'est pas le même, donc les mouches ne tapent pas. Alors que tout le monde sait que c'est parce qu'il y a une perte de densité massive des insectes. Voilà, donc quand vous avez une industrie qui est attaquée, elle se défend. Et donc les difficultés statistiques ou méthodologiques inhérentes de l'épidémiologie environnementale sont clairement des points de vulnérabilité où on dit mais c'est pas prouvé que c'est ça. Comme le glyphosate et le risque de lymphome. Et en plus, le glyphosate et le risque de lymphome, le risque n'est pas très élevé. Il est quasiment certain, mais il n'est pas très élevé. On n'a pas un risque démesuré, pas du tout par rapport comme le tabac et le cancer du poumon. Donc à chaque fois, ces points de défaillance font qu'on dit « Ah ben non, mais on n'est pas sûr, attendez, il faut faire d'autres études, on va attendre 50 plus, etc. » Et donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question.
Alors, ils l'ont montré de façon observationnelle, mais d'abord, le risque relatif est extrêmement élevé. Donc, c'était, voilà, quand vous avez un truc où c'est à x9, x10, il faut vraiment prendre un bon petit déjeuner pour dire que c'est pas lié à ça. Et ensuite, ça a pris des dizaines d'années. Il y avait déjà des gens au début du XXe siècle qui écrivaient que le tabac était mauvais. Bon, bah, c'est pas passé. Du coup, une autre question vis-à-vis de la prévention. Vous aviez parlé du fait que, par exemple, avec l'obésité aux États-Unis, c'était plus l'environnement dans lequel on plaçait les gens. On avait vouloir faire la. Non, c'est aussi, en fait, c'est aussi une maladie environnementale. C'est ça que j'ai dit. L'obésité n'est pas qu'une maladie comportementale. C'est pas les gens qui se comportent mal. C'est aussi leur environnement qui est mauvais pour eux et qui fait qu'ils deviennent obèses. Environnement physique et environnement chimique d'ailleurs. Et donc, du coup, si on voulait réduire le risque de pollution chimique ou liée au tabac, est-ce qu'il vaudrait mieux faire de la prévention ou, selon vous, en fait, mettre des mesures coercitives? Parce que, par exemple, j'avais vu en France que sur le tabac, ce qui se passait quand on mettait dès qu'on imposait une taxe extrêmement importante sur le paquet de cigarettes, il y avait une grosse diminution des fumeurs, alors que quand c'était progressif, en fait, les gens s'adaptaient, donc du coup, la diminution du nombre de fumeurs, en fait, était pas assez importante. D'abord, la coercition, c'est de la prévention. Alors, ce que tu appelles la coercition, ce qui est en fait une régulation ou une taxation dure. Effectivement, pour le tabac, on sait que si c'est progressif, ça fait pas mal. Donc, si ça fait pas mal, bah, ça fait pas mal, donc on s'en rend pas compte. Donc, par contre, si, je sais pas combien ça coûte un paquet de cigarettes aujourd'hui, ça doit être 10 euros, 12 euros. Bon, bah, si on le passe à 30 demain, bah, bien sûr que les gens vont moins fumer. Si on le passe à 12,5 ou à 13, et que chaque année on gratte un peu de fric comme ça, bah, en fait, les gens vont continuer à fumer et on va faire plus de taxes sur le tabac. En fait, le tabac, c'est le modèle qui a marché, puisque, encore une fois, le tabagisme baisse dans le monde, et la taxation et la régulation ont permis, globalement, d'entamer une dynamique de baisse du tabagisme. La pollution et l'alimentation, on ne sait pas. La pollution, on sait que taxation et régulation doivent marcher à peu près de la même façon que pour le tabac, mais à l'échelle mondiale, c'est plus compliqué. Et alors, l'alimentation ou l'obésité, ça, par contre, c'est complètement hors de contrôle. Sinon, j'avais noté sur votre article avec les BI, il y avait l'Égypte qui s'était un peu perdue dans le hauteur, je crois. Ouais, je sais pas pourquoi. Vous savez pas dit pourquoi? Non. Sinon, une petite question un peu décalée, mais je me demandais comment on est de plus en plus exposé et de plus en plus jeune aussi au numérique. Est-ce que aux écrans et tout ça, est-ce que vous savez si par hasard il y a des études qui montrent que ça a un effet sur la santé, déjà je suppose peut-être sur la vue, mais aussi sur les comportements qui peuvent même avoir des conséquences sur la santé derrière? Oui, bah ça a des effets négatifs sur la santé physique et psychique qui commencent à être montrés dans les études, qui ont été soigneusement cachés par les industriels du numérique. Et c'est pour ça que la lanceuse d'alerte, qui était une ex de chez Facebook et de chez Instagram, a volontairement fait la comparaison géniale avec l'industrie du tabac, en disant c'est la même chose. Ils ont les données, ils ne vous les montrent pas. Ils veulent même développer une application spéciale Instagram pour adolescents, qui sont les gens les plus vulnérables de la Terre, hein, évidemment. Et ils ne vous disent pas à quel point ils ont compris comment faire des produits numériques addictifs, qui fait que les gens se nourrissent de vide et ils vont sur un espace numérique, ils ne cherchent rien, ils sont sûrs de rien trouver. D'ailleurs, à la fin, ils trouvent rien, mais ils ont passé je ne sais pas combien d'heures. Donc, la comparaison a du sens et effectivement, on sait que ça a des effets négatifs sur la santé cognitive, sur le risque de dépression de l'adolescent, sur l'obésité parce qu'on ne fait rien, on ne bouge pas. Donc, bien sûr que c'est le cas. Et alors là, c'est encore moins régulé que la pollution chimique. Et dans le même genre, est-ce que dans l'industrie de la viande, j'avais entendu aussi un peu une comparaison avec ça, avec l'industrie du tabac. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré et à quel point c'est bon pour la santé de manger de la viande Non, ce qui est bon, d'abord, la viande, c'est pas un produit homogène. Ce qui est le mieux montré et ce dont on parle le plus en ce moment sur la viande, c'est les nitrites rajoutés dans la charcuterie qui augmentent le risque de cancer, qui est d'ailleurs un cancer dans ma spécialité, c'est-à-dire le cancer colorectal, et qui a du mal à trouver une régulation, puisque quand vous avez une application mobile qui dit il y a des nitrites dans tel produit, on lui fait un procès et elle perd son procès. Donc la viande rouge en général, c'est pas une entité homogène. Pour l'environnement, c'est homogène, c'est-à-dire que c'est toujours mauvais. Pour la santé, c'est pas toujours mauvais, mais ça l'est surtout par le biais de la graisse et par le biais des nitrites. Mais ça concerne certaines charcuteries, ça n'est pas toute la viande rouge.
Merci beaucoup. J'avais une question aussi plutôt personnelle par rapport à votre expérience. Est-ce que, en tant que médecin, dans la communauté, je veux dire, autour de vous, vous ressentez aussi une prise de conscience par rapport à ce lien entre risques environnementaux et effets sur la santé? Ou bien est-ce que vous observez un déni? Enfin, c'est quoi les tendances en fait chez les médecins plutôt? C'est pas forcément très différent de la tendance dans la population générale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont insensibles à ça et puis des gens qui sont sensibilisés à ça. Il y a un effet générationnel assez net. Après, je pense que depuis pas longtemps du tout, 1 an ou 2, de façon coïncidente avec la pandémie, il y a une prise de conscience que il faut se sortir de ce problème environnemental qui cause des maladies, puisque l'environnement cause des maladies, et nous, après, on va voir les médecins et on dit débrouillez-vous, maintenant, on vous a fabriqué plein de malades. Donc, il y a une prise de conscience, mais c'est très générationnel. Il y a des médecins qui essayent, de façon très dynamique, de militer pour ça. Après, dans le programme politique, c'est quand même pas follement représenté, quoi. Donc il y a un boulot énorme à faire, mais la prise de conscience est émergente chez les médecins, alors qu'effectivement c'était pas du tout le cas, ou très peu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça. On sait qu'il y a une autre pollution qui a des impacts très négatifs sur la santé, c'est le bruit. Est-ce que vous avez des données sur comparaison par rapport à la pollution de l'air, ce que ça donne? Non, il n'y a pas de données directement comparatives, mais il y a un groupe qui s'est mis dessus dans le groupe du Lancet qui s'occupe de quantifier la santé mondiale. Et ils ont publié un papier il y a 2-3 mois qui a été un peu médiatisé dans la presse et qui a fait une corrélation entre les décibels et les espérances de vie perdues. Et donc là encore, si on veut que les gens se rendent compte que c'est mauvais, il faut un peu le leur exhiber mathématiquement. Et donc c'est ce qu'a fait ce groupe. Et oui, la pollution sonore est mauvaise pour la santé. Elle peut même avoir un impact sur la durée de vie et non pas seulement sur la qualité de vie. Et donc, ça a été modélisé récemment et même un peu montré empiriquement récemment. Et il faut continuer à le montrer parce que c'est un autre fléau. J'avais juste une petite question sur votre présentation quand vous disiez qu'on s'était rendu compte que c'était plus les bactéries et les virus que les miasmes, vous avez dit, c'est ça? Et je me demandais... Les microbes par rapport aux miasmes. Et qu'est-ce que c'est plus précisément les miasmes? Les miasmes, c'était... Donc étymologiquement, miasme, ça veut dire mauvais air. Et donc c'était une conception vague, mais très répandue, que les maladies venaient de l'air. Alors c'était parfois vrai, parce qu'il y a certains microbes qui sont transmis par l'air, mais ça peut être transmis aussi par l'eau, par les mains. Et donc du coup, les gens se défendaient contre l'air, ce qui n'était pas facile. Et il faut bien se rendre compte que dans les villes du XVIIe, XVIIIe et même au XIXe siècle, ça sentait très mauvais. Et donc, du coup, intuitivement, c'était facile de se dire « bah ouais, ça sent tellement mauvais, c'est à cause de ça qu'on est malade ». Et donc, du coup, il faut lutter contre les mauvaises odeurs. Donc les gens pensaient que ça venait de l'air, des miasmes. Ils imaginaient des particules qu'ils ne savaient pas définir et qui n'existaient pas. Et grâce à Pasteur, on s'est rendu compte qu'en fait, à la source de chaque maladie, il y avait un microbe, quoi. Et Pasteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré les microbes. Il a montré des bactéries. Il n'a pas montré les virus parce qu'il ne pouvait pas les voir. Mais il a quand même inventé un vaccin contre un virus qui est le virus de la rage. Mais par contre, il a montré des bactéries. Il en a trouvé plein. Et à chaque fois, il disait, regardez, il y a une bactérie. Et Koch a fait la même chose. Il a montré une bactérie à l'origine de l'anthrax, qui était une maladie animale. Et il a vu la bactérie. Et il a montré que quand il inoculait la bactérie, ça reproduisait à chaque fois la maladie. Donc, il a montré la relation causale entre les microbes et les maladies. Donc, en fait, Pasteur, il est plus connu pour le vaccin contre la rage, mais finalement, son impact... C'était à la fin de sa vie. C'était à la toute fin de sa vie, et tout le reste, ce qu'il a fait, c'était de la chimie et de la biologie. Et dans les risques que vous parliez, la sédentarité, c'est vraiment le fait de vivre proche de ses déchets ou de choses comme ça, ou de se rassembler aussi, ou quels sont les risques dans la sédentarité? Aujourd'hui, oui, historiquement. Non, aujourd'hui, le risque de la sédentarité, c'est effectivement de dérégler le métabolisme et de contribuer à l'obésité. Mais on ne sait pas dans quelle proportion ça contribue à l'obésité. On sait que ça joue, mais quel est le pourcentage de l'obésité qui est lié à la sédentarité, c'est très difficile à déterminer. Et donc, historiquement,
par contre, c'était plus... Historiquement, quand les humains ont commencé à être sédentaires, mais au sens large, effectivement, ils ont vécu dans leurs déchets, et alors que les chasseurs-cueilleurs avaient une espérance de vie de 40 ans, l'espérance de vie a baissé à 25-30 ans. Tout à l'heure, vous avez évoqué la croissance des États-Unis en dépit de la baisse de la pollution chimique, mais... Non, c'était des pollutions aériennes. Ouais, ok. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement lié au fait que les pollutions soient délocalisées? Si, une partie est liée à ça. Si, bien sûr. C'est pour ça que ce graphe est critiqué et qu'il est peut-être partiellement fallacieux, mais il avait le mérite de montrer qu'on pouvait faire de la croissance tout en ayant une politique environnementale stricte à l'intérieur du pays. Et c'était fait parce que Trump voulait libérer les seuils d'émissions automobiles en disant les bagnoles elles doivent rouler, donc arrêtez de nous faire chier. Et donc l'article a été publié à ce moment-là pour montrer qu'il y avait une dissociation entre le PIB, qui est la seule préoccupation de Trump, et la pollution intérieure. Mais une partie de ça est liée à la délocalisation, je suis d'accord. Une question, une phrase qu'on entend en fait assez régulièrement depuis qu'on est tout petit, c'est qu'on va vivre de plus en plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Et j'aurais aimé savoir, c'est quoi en fait la limite quand on dit bonne santé ou mauvaise santé? Est-ce que c'est le fait d'être sénile, c'est le fait d'avoir des maladies? Parce que c'est un peu flou vis-à-vis de ça. Alors on ne sait pas, c'est très difficile. Autant c'est relativement facile de définir l'espérance de vie, autant c'est difficile de définir l'espérance de vie en bonne santé. C'est difficile à définir et c'est difficile à mesurer. Donc on pense que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'a pas progressé depuis 20 ans dans beaucoup de pays, y compris la France. Elle est entre, je crois, 67-8 en France, un truc comme ça. Et ça, on sait que ça ne progresse pas beaucoup, tel qu'on la mesure. Par ailleurs, effectivement, on entend qu'on va vivre de plus en plus longtemps, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient incertain. Et je pense qu'il faut arrêter de s'obséder avec ça et qu'il faut se concentrer sur les problèmes qui sont les causes. Et puis après, mécaniquement, ça va rouler. Mais voilà, c'est ça l'erreur qui a été faite, c'est d'essayer de prolonger la vie et de ne pas s'en prendre aux causes des problèmes. Moi j'avais une question par rapport au microplastique. C'est une question qu'on a pas mal abordée cette année dans l'option matériaux et procédés. Et en fait, on nous a expliqué que les microplastiques en soi, enfin juste les bouts de plastique, les bouts de polymère, on n'avait pas réussi à déterminer leur impact négatif sur la santé humaine. Par contre, les polluants, comme les adjuvants qui étaient associés, on trouvait les causes de maladies ou de dérèglement du métabolisme. Et du coup, j'avais une question par rapport à l'impact du plastique lui-même. Est-ce que, du coup, dans la communauté scientifique et plutôt dans le monde de la médecine, vous avez du coup des données là-dessus? Alors, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que sur le plastique en général, on sait que c'est très mauvais pour l'environnement et on sait que c'est aussi mauvais pour la santé à cause des perturbateurs endocriniens ou des produits chimiques en général que ça véhicule. Sur le cas des microplastiques, effectivement, pour l'instant, on n'a pas réussi à identifier clairement un effet statistique négatif pour la santé. Notamment parce qu'en fait, si on examinait vos selles, on trouverait les microplastiques. Donc, vous les mangez, mais vous les évacuez. Peut-être que finalement, ce n'est pas si toxique que ça. Par contre, les produits chimiques que contiennent le plastique, alors là, on en a tous et on le sait, si on teste vos urines, on va trouver plein de produits chimiques. Et on sait que c'est pas bon. D'autres questions? Eh bien, alors, cette conférence va toucher à sa fin. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et pour toutes vos réponses. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant personnellement. Je pense beaucoup sont d'accord. Merci.